Bien, il est 18h31, donc nous allons débuter l'appel. Alors, Philippe Fourcade présent, Madame Fon Nathalie. Présente. Madame Monnier Christiane. Présente. Monsieur Jonca Frédéric. Présent. Madame Labbé Janine. Présente. Monsieur Marco Norbert. Présent. Monsieur Avila qui donne procuration à Madame Labbé. Madame Bagnoul Sainte-Marie. Présent. Madame Coste-Ludivine qui donne procuration à Nathalie Fon. Monsieur Martinez Robert. Présent. Monsieur Albafouille Louis. Présent. Monsieur Lictevaux Amédée. Madame Jourdan qui devrait nous revenir vers nous donc vers 20h. Elle n'est pas libre, donc elle travaille. Monsieur Luc Moulinet. Madame Delia Coculé qui donne procuration à Philippe Fourcade. Madame Monique Barthès qui donne procuration à Anne-Marie Bagnouls. Monsieur Jérôme Fournet qui donne procuration à Frédéric Jonca. Monsieur Patrick Malherbe. Présent. Monsieur François Gallego. Présent. Madame Patricia Albafouille qui donne procuration à Monsieur Banet. Monsieur Bernard Ballet. Madame Jennifer Ferreira qui donne procuration à Monsieur Gallego. Donc je propose donc 18h32, je propose de nommer comme secrétaire de séance Christiane Monnier. Et nous allons débuter donc l'ordre du jour. Juste une petite entrée en matière, comme on dira. Donc c'est un vrai plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle salle de conseil municipal qui va servir également de salle exposition. C'est notre premier conseil municipal de l'année, donc mais ça fait toujours plaisir. C'est une salle qui va nous permettre d'avoir donc une meilleure écoute parce que elle est traitée au niveau acoustique avec un meilleur son et la vidéo on va essayer d'illustrer nos conseils municipaux. Ça permet également au public qui viennent nombreux chaque fois regarder ce qui se passe. Voilà, et ensuite ce qui est important également c'est que c'est un bâtiment qui est éligible à la PMR et donc ça permet à toutes les personnes de pouvoir assister puisque le bâtiment est en rez-de-chaussée. Voilà, on va ouvrir l'ordre du jour par le premier dossier qui est l'approbation du procès verbal. Oui, 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 oui. Au dernier conseil, je oui. vous avais proposé de faire dans la nouvelle salle un lancement différent de ce qu'il y a actuellement. Je pense qu'il y a les possibilités, les absents qu'il y a. On aurait pu mettre les tables, sachant qu'ils sont roulables, les mettre à travers un mur comme ça, que tout le monde se voie. Ça sera assez démocratique. Moi, je vois que c'est toujours pas fait. On contrôle le mur, là. Bon, voilà, peut-être que, je ne sais pas, on n'est pas des êtres humains, je ne sais pas comment vous considérez. Voilà, je me pose la question. Mais je vais essayer de vous répondre. Donc, répondez-moi, parce que si ça reste comme ça, oui. moi, je m'en vais, parce que le respect, oui. je pense que les gens qui sont devant moi, ils sont polis, ils ont été éduqués, ils nous tournent le dos. Je pense que ça ne va pas peut-être leur faire plaisir, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, ça me regarde. Mais voilà, on va vous le dire clair et net. Alors, c'est inadmissible. Toutes les salles de conseil, j'ai fait pendant 2 semaines de Total, Ravendroit, Rivesaltes, Tapachas, Péresport, Saint-Estève, le Marcanès, partout, assistés. Ils sont tous en nu, en rond et non pas accommodés ici. Voilà. Il y a qu'Espira de la Guy, qui est comme ça. On n'est pas l'Assemblée nationale, l'Espira de la Guy, à 3500 habitants, il faut rester un peu les yeux par terre. D'accord ? C'est bon, monsieur, je peux vous répondre ? Alors, on va vous répondre. Dans un premier temps, il y a un cadre réglementaire. Donc, effectivement, il y a des élus absents, mais on est obligé à siéger et mettre les chevalets de tout le monde. Ça, c'est la première des réponses. La deuxième, je ne vais pas faire la liste à l'après-vert des conseils municipaux où on se retrouve dans cette position. Ce n'est pas le sujet. Et ensuite, puisque vous m'avez posé la question au conseil municipal du 13 décembre, nous avons eu, comme nous avons habituellement, une réunion de notre groupe avant chaque conseil municipal. Et j'ai proposé, dans l'ordre du jour, de savoir si on voulait modifier. À l'unanimité de notre liste, donc on a décidé de rester comme ça. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose de personnel, mais c'est comme ça. Mais, voilà. On peut démarrer l'ordre du jour si vous... Bien, ok. Vous le signalez si vous voulez. Je vais certaines personnes et j'en discuterai avec eux. D'accord. Parce que je pense qu'on est des êtres humains. Moi, je ne comprends jamais ma femme, ça fait 30 ans que je suis avec. Je ne parle pas de compagnie, je ne le pas, et tout ce qui s'ensuit. Donc, respectez-moi en tant qu'être humain, monsieur. Je l'entends. Mais non, mais vous me adressez à moi, c'est notre liste qui avons décidé. Voilà. Monsieur Banet, on s'est compris, on vous a entendu. On vous a entendu. Excusez-moi, monsieur Lama. Monsieur Gallego. Comme monsieur Gallego a quitté aussi. Ah ben ok, au revoir alors. Voilà, bien sûr. À bientôt. À bientôt. Bien. Allez. Donc, le rapport du conseil municipal précédent, donc je rappelle quand même que le quorum est atteint physiquement et que nous pouvons continuer notre conseil municipal. Alors, je suis désolé de cela. C'est une question qui avait été posée par M. Banet.
Bon, il le met sur le plan affectif, il ne comprend pas tout à fait le règlement, mais pour autant, on essaie d'être clair là-dessus, surtout que donc, on a aussi l'administration qui est engagée là-dessus, donc au travers de notre directrice générale, on fait les choses correctement. Ensuite, donc, bien évidemment, sur le groupe donc, majoritaire qui préparait ce conseil municipal, j'ai posé la question. On avait donc regardé ce que ça pouvait faire donc, en U, par exemple, mais le conseil municipal, enfin, le groupe majoritaire a décidé de rester comme ça. Je rappelle également que sur le conseil municipal du mandat précédent, on était organisé comme cela, ça n'a absolument rien changé. D'ailleurs, dans l'équipe d'opposition de l'époque, 2 sont venus dans notre équipe et aujourd'hui, M. Marco est notre adjoint à la sécurité. Et lui, donc, quand on lui a posé la question, il m'a dit, moi, ça ne m'a pas gêné du tout de tout le mandat. Voilà, donc on va clôturer là-dessus. Donc, on va déclarer, donc je vais faire voter l'approbation du conseil municipal précédent, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Je vous remercie. Deuxième dossier, donc les décisions du maire prises par délégation. Donc, je vais sortir le dossier. Je n'ai pas les décisions. D'accord. Alors, il y a une décision, donc je vais en profiter donc, de le dire, parce qu'il y a toujours, par rapport aux décisions que l'on prend, il y a une raison. Donc, on a pris une décision avec la société Orona pour l'entretien de l'ascenseur de la mairie. On travaille avec une autre société. On a un nouvel ascenseur ici qui a été mis en place par Orona. Il nous a semblé plus logique de travailler et de faire un contrat d'entretien avec eux, qui a un montant de 1 180 € hors taxe. Ensuite, nous avons réalisé donc un MAPA, un marché de travaux sans publicité, pour la mise en place donc, du plan lumière sur notre ville. Alors, il y aura un marché qui sera lancé. Je vais vous donner les raisons, parce que c'est ça qui est le plus important. Comme vous le savez, il y a un retour de la voirie au 1er janvier 2023. En tant que donc, contrôle de gestion, c'est ma délégation que j'ai donc, à la communauté urbaine. J'ai appris au mois de novembre que juridiquement, donc, les engagements qui juridiquement étaient donc, formulés par un marché signé avant le 31/12/2022, cette dépense serait prise en charge par la communauté urbaine. Nous avons donc manqué un PPI donc, de 170 000 € sur l'année 2022 qui est dû à la voie de contournement. Pour ne pas perdre ces 170 000 €, on a fléché donc, le marché à bon de commande de travaux sur l'électricité de 40 000 € et un deuxième, presque 40 000 € aussi, qui nous permet donc de bien économiser sur ce chantier de 80 000 €. Voilà, donc, et la troisième, donc, c'est ici même. Donc, il avait été aussi, c'est un peu dommage, parce que pour la démocratie, donc, puisqu'on en parle beaucoup, surtout donc, du coup, au niveau de l'opposition, il est dommage qu'on ne puisse pas donc, échanger, ça je le regrette fortement. Mais voilà, donc il avait été dit que peut-être le marché que nous passions avec la société Rose Propreté qui fait l'entretien ici était peut-être exagéré. Donc bien évidemment, je n'avais pas répondu la dernière fois parce que ce n'était pas le sujet qui était abordé sur la délibération concernée. Pour autant, là aujourd'hui, donc, on a pris une décision, donc là maintenant c'est formulé, pour cette année 2023. Donc pour un montant de 2 850 € hors taxe par mois pour la prestation principale d'entretien mensuel programmé et à bon de commande avec un montant maximum annuel de 5 000 €. Alors, ça c'est notre décision, on expliquera après pourquoi. Pour les prestations secondaires ponctuelles, selon prix unitaire, 210 € hors taxe pour la grande salle, vestiaire et loge, c'est quand on fait des choses en bas. Comme on a eu ce week-end, on a eu deux activités. Et ensuite, 180 € pour la salle exposition du conseil municipal et les vestiaires attenants. Ça, c'est les petits trucs quand on fait une manifestation ici, y compris, donc, bien entendu, la salle exposition. Alors, on a choisi cela pour plusieurs raisons. Premièrement, donc, en investissement, on était obligé d'acheter donc, une machine, une autolaveuse portée. Et donc, c'était un investissement, sachant que dans les personnels que nous avions, on ne disposait pas de personnel qui avait l'aptitude pour conduire ça. On a demandé si un des agents voulait avoir la formation, puisqu'on a une machine comme celle-là, achetée depuis un moment avec des batteries qui permet d'avoir l'autonomie pour le nettoyage de la salle Joan Quérol. Mais malheureusement, les filles ne veulent pas l'utiliser. Donc aujourd'hui, donc, on a pris ça aussi pour l'investissement. Et ensuite, donc, pour ce qui est donc, du taux horaire, eh bien, quand on regarde la prestation qui est à faire ici, si on y mettait, il faut au moins, avec une personne, on ne le fera pas, donc il faut 2 ou 3 personnes. Si on prend ces 2 ou 3 personnes et qu'on regarde ce que l'on paie, c'est là, on s'en trouve beaucoup mieux avec cette décision. Et je rajouterai que c'est plus facile de gérer une prestation de service sur ce genre de sujet que donc avec des salariés, parce qu'une prestation de service, quand elle est faite, on la paie, quand elle n'est pas faite, on ne la paie pas. Voilà donc pour ce qui est donc, des deux dossiers et la décision que je souhaitais vous présenter.
Donc ça, c'est pas à voter. Hein, donc, on prend acte, oui, exactement. Donc, l'ordre du jour numéro 4, donc c'est 3. Et non, mais vous l'avez fait avec recto verso, quoi. Et ben moi, j'ai 2 4. Ah, c'est collé, c'est ma faute. L'ordre du jour numéro 3, donc Patrick Malherbe, qui nous présente la convention de servitude avec RTE. À qui je cède la parole. Merci. Alors, convention de servitude avec la société RTE sur la parcelle D 2283. L'entreprise publique RTE, réseau de transport d'électricité, a fait connaître aux services municipaux son souhait de se voir accorder une servitude de passage pour la liaison aéro-souterraine 90-63 kW sur Bachas. Cette servitude de surplomb concerne la parcelle 6 au lieu-dit Pic Carbonel, cadastrée section D, numéro 2283, en nature de pacage, terrain culte, landes et rochers, propriété de la commune. Il est prévu pour la durée de l'ouvrage où celui-ci qui s'y substituerait, voilà, un support pour conducteur aérien, électricité, c'est un pylône de 5 mètres carrés de surface, des conducteurs aériens et leur liaison de téléinformation sur une longueur d'environ 15 mètres. Cette servitude s'accompagne pour RTE de l'autorisation de pénétrer sur la parcelle ses agents ou entreprises accréditées pour la construction, l'entretien et la surveillance de l'ouvrage et du droit de couper arbres et branches à proximité de ces installations. En contrepartie, la société RTE versera une indemnité de 120 €. La commune devra informer RTE de toute implantation d'ouvrages sur la parcelle et si le déplacement des ouvrages RTE s'avère nécessaire, ils seront mis à sa charge et leur approbation ou abandon sera indemnisé par RTE. Enfin, RTE reste responsable de tout dommage causé aux tiers et dégage la responsabilité de la commune pour tout dommage de ce fait sur la ligne en dehors de ceux résultant de véhicules à moteur ou actes de malveillance. La convention dont le projet est tenu à disposition des conseillers municipaux en mairie et en séance sera enregistrée au service de la publicité foncière par RTE. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'approuver la constitution d'une servitude au profit de RTE sur la parcelle D 2283 et à la conclusion d'une convention de servitude aux conditions décrites ci-dessous en contrepartie d'une indemnité de 120 €. Oui. Il y a des questions. Ah, tu me dis que... Oui, non. Oui, mais merci, chef. D'inscrire la recette correspondant au budget principal 2023 de la commune, d'autoriser le maire ou adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci Patrick. Là, j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? Vous savez tout ce que c'est? Voilà, donc c'est un pylône que l'on rajoute. Il y a un complément de ligne qui va se monter donc, pour RTE pour le haut voltage. Donc je crois que c'est une ligne de 40 000 je crois, de mémoire. Voilà, oui c'est ça. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Ordre du jour numéro 5, convention et mise en esthétique des réseaux rue André Vergès. Ah, et ouais, mais j'ai un décalage, je ne sais pas pourquoi. Ça va se coller là. C'est parce que non, je vais enlever ça, ça se colle derrière. 5, 6, merci. Alors du jour numéro 4, convention et mise en esthétique des réseaux rue André Vergès et Montesquieu, phase 1, avec Sidel 66, présenté par Norbert Marcoux. Vas-y. La commune et le Sidel 66, syndicat départemental d'énergie et d'électricité du pays catalan, souhaitent conclure une convention de mandat pour la coordination des travaux d'enfouissement et de mise en esthétique des réseaux de distribution électrique, basse tension, d'éclairage public et de communication électronique, France Télécom, des rues André Vergès et Montesquieu. Phase 1. Cette convention de la durée de travaux a pour but, conformément à l'article 2422-12 du Code de la commande publique, de coordonner les travaux de mise en esthétique de ces rues,
la distribution électrique relevant du SIDEL 66, tandis que l'éclairage public et les communications électroniques relèvent de la commune. Le SIDEL 66 sera maître d'ouvrage et coordinateur unique de l'opération et à ce titre se chargera de passer les marchés dans le respect des règles de la commande publique, de suivre la réalisation des travaux et de procéder à leur règlement. Le projet devra être approuvé par la commune qui sera constamment informée de l'avancée des travaux du projet. Le montant total des travaux est estimé à 154 831,74 € TTC, révisable en fonction des marchés passés, dont 95 898,64 € révisable de la même manière. Sera pris en charge par la commune en 3 versements de 30% à la signature de la convention, 50% au démarrage du chantier et le solde à la fin de l'opération. Le SIDEL 66 et Enedis prendront en charge le solde. Le projet de convention est tenu à la disposition des conseillers municipaux en mairie et en séance. Ainsi, est-il proposé au conseil municipal d'approuver la conclusion d'une convention de mandat pour la coordination des travaux d'enfouissement et de mise en esthétique des réseaux de distribution électrique, d'éclairage public et de communication électronique des rues André Vergès et Montesquieu, phase 1, aux conditions principales telles que décrites ci-dessus, d'inscrire et d'imputer la dépense correspondante au budget principal 2023 de la commune, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière de signer tout acte utile à ce dossier. Merci. Merci Norbert. Y a-t-il des questions? Alors on va quand même essayer de compléter parce que sinon donc, on fait juste délibération. On en a parlé nous jeudi déjà de tout ça. Donc voilà. Donc depuis le 1er janvier 2023, on a récupéré les voiries, sachant que de toute façon de 2016 à 2022, comme 24 autres communes de la communauté romaine, nous avions fait le choix en gestion de convention de gestion. C'est-à-dire que pour la section de fonctionnement, la section d'investissement, on envoyait l'argent et la communauté urbaine nous remboursait en 12e. Voilà. Donc aujourd'hui, ce marché, c'est des réseaux secs, donc ça faisait partie de la voirie, puisque la voirie et les réseaux secs, c'est la même chose. Et ensuite, ce qu'il faut faire et qui me paraît le plus important au niveau du chantier, c'est de travailler avec les concessionnaires, parce qu'avant de faire un tapis de voirie, il faut refaire les réseaux humides, enfin en tous les cas, regarder dans quel état ils sont. Et si, quand on peut le faire, de mettre en discrétion donc, les réseaux secs. Je prends le quartier de la rue Vergès, là. On a donc des cordes à linge, comme ça se faisait il y a 50 ans en arrière, et comme à la rue Pasteur aussi, où il y a une programmation qui est faite. Les conventions que nous avons généralement avec le CIDEL, ce sont des conventions de participation, donc la commune finance 2 tiers et le CIDEL en finance 1 tiers. Voilà, donc nous avons prévu de faire donc, les travaux de mise en esthétique des réseaux secs sur la rue Vergès et la rue Montesquieu, parce qu'il y a donc derrière donc, un projet de voirie dont on parlera tout à l'heure, quand on parlera du rapport d'orientation budgétaire. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Et donc, l'ordre du jour 5, c'est toujours Norbert Marco qui va le présenter. Ça, c'est la phase 2 des mêmes travaux. À qui je cède la parole? Vas-y. Tu peux continuer. Oui, bon, c'est l'ordre du jour numéro 5, c'est exactement la même chose que le 4. Pour les mêmes montants. Simplement, comme il y a 2 sociétés, il y aura 2 conventions de signer. Voilà, donc voilà. Si vous voulez bien, on passe au vote également. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Ordre du jour numéro 6, présenté par Mme Labbé, participation financière Ulysse avec la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet. Conformément à l'article L212 du Code de l'éducation, une commune accueillant des élèves en classe Ulysse, les unités localisées d'inclusion scolaire qui sont domiciliées sur une autre commune peuvent solliciter une participation financière de la commune d'origine de l'élève. Le calcul de cette participation prend en compte l'ensemble des dépenses directes de fonctionnement général de l'école, telles que les fournitures scolaires, le petit matériel, le matériel pédagogique, le transport, le personnel, les ATSEM, les agents de service, et doivent couvrir les dépenses indirectes liées à l'entretien des bâtiments et au chauffage, ainsi qu'aux produits d'entretien et autres fournitures. Au regard de ces charges, la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet a présenté une demande en date du 28 décembre 2022
pour un montant de 900 € pour un élève d'Espira-de-la-Glie scolarisé en classe élémentaire à Saint-Paul-de-Fenouillet sur l'année scolaire 2021-2022. Le montant par élève a été acté par le conseil municipal de Saint-Paul-de-Fenouillet du 21 décembre 2022. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une participation financière de 900 € à la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet pour un enfant de la commune scolarisé en classe Ulysse sur l'année scolaire 2021-2022, d'inscrire et d'imputer la dépense correspondante au budget principal de la commune et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 7. Modification du tableau des effectifs de la commune présenté par Madame Font. Vas-y. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi 84-53, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le conseil municipal est informé que pour les besoins des services, il convient de procéder à la suppression et la création de postes. Les postes à créer au tableau des effectifs sont les suivants. Donc, un poste d'adjoint technique, un poste d'éducateur territorial des APS principales première classe et un poste d'agent spécialisé principal première classe des écoles maternelles. Donc, vous avez le tableau derrière. Et donc, ainsi, est-il proposé au conseil municipal d'approuver les créations de postes proposées, d'approuver en conséquence la modification du tableau des effectifs de la commune tel que présenté ci-dessous et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à la bonne exécution de ces changements. Merci Nathalie. Tu as fini? Oui. Oui. Oui, non, mais quand donc on parle aussi donc d'effectifs, c'est important, c'est pas obligatoirement donc des augmentations en termes de quantité. Je prends par exemple le poste d'éducateur territorial, c'est donc Luveralda qui est notre directeur et qui a donc à passer un concours et nous le nommons à partir du mois de mai. Et ensuite dans le poste d'agent spécialisé, il s'agit principal de première classe, il s'agit d'une ATSEM également qui peut donc avoir le grade donc à qui j'ai accepté de la nommer. Donc voilà, c'est uniquement des promotions. Hein. Voilà, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, dossier numéro 8, règlement de la commande publique de la commune, présenté par Madame Monnier. Le code de la commande publique, dont les textes sont pris en considération des textes européens, impose un certain nombre de mesures de mise en concurrence et de publicité, ainsi que des procédures. Ah, excusez-moi, c'est moi, je discutais. Vas-y. Allez, je recommence. Vas-y, on commence. Le Code de la commande publique, dont les textes sont pris en considération des textes européens, impose un certain nombre de mesures de mise en concurrence et de publicité, ainsi que des procédures spécifiques en fonction de la nature et des montants des achats effectués par les collectivités locales. Le législateur a cependant prévu une certaine souplesse de l'achat public qui peut se faire selon sa nature et son montant, en considération des circonstances locales de l'achat dans un objectif d'efficacité de la commande publique. C'est le cas notamment pour les achats de faible montant ou pour les achats en procédure dite adaptée, qui sont des procédures ajustées par l'acheteur public aux circonstances locales. La commune, dans un objectif d'efficacité de ses achats, de sécurisation juridique et de transparence, souhaite se doter d'un règlement de la commande publique permettant d'encadrer ces pratiques, tant vis-à-vis de ses services que de ses partenaires économiques. Le projet de règlement de la commande publique d'Espira-de-la-Glie est joint à l'annexe. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement de la commande publique de la commune, dont le projet est joint à l'annexe, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci Christiane.
Donc là, bien entendu, la commande publique, elle existe. Donc elle a été modifiée d'ailleurs, je crois, la dernière date 2018. Je parle sous contrôle de notre directrice. Mais là, donc, c'est quelque chose qui est bien et on profite de vos connaissances juridiques parce que c'est la première fois qu'on se dote de ce règlement. Ça permet à tous les services, bien évidemment, et aux élus de comprendre donc, comment ça fonctionne. La commande donc, publique, bien évidemment, mais également donc, comment ça va fonctionner, Espérance de l'Église. Voilà. Des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, nous allons passer au plat de résistance. Je vais boire un coup d'abord. Nous allons passer donc au débat d'orientation budgétaire. Alors, nous connaissons tous la conjoncture. Nous imaginons ce que pourrait être demain, à titre individuel, certes, et en responsabilité pour ce qui concerne notre avenir collectif. Le débat d'orientation budgétaire est une étape politique qui permet à tous les élus de participer à l'écriture des futurs budgets et nous en gérerons 5 cette année. Le rapport d'orientation budgétaire qui vous a été remis il y a 5 jours est toujours constitué de 3 modules principaux que sont les éléments de contexte international et national, l'arrêté des comptes de l'année N-1 de la commune, puis la proposition budgétaire de N+1. Les éléments de contexte donnent une vue générale de la conjoncture internationale et nationale sur les éléments que sont la loi des finances, la situation économique et financière, sociale bien sûr, de notre pays et ces informations ne sont pas secondaires, car elles préjugent sur les éléments précités de notre futur lien avec l'État. Le deuxième module présente un arrêté de compte qui n'est pas le compte administratif. Celui-ci sera voté plus tard. D'ailleurs, c'est un peu dommage parce que vous le savez tous depuis jeudi, à partir de cette année, nous le voterons avec le compte de gestion du trésorier entre mai et juin de chaque année, comme le permet le CGCT, le Code des collectivités générales territoriales, des collectivités territoriales. Cela afin d'améliorer le plan de charge de travail du service financier de notre commune, parce que gérer 5 budgets, et avec une commune qui fait beaucoup d'investissements, ce n'est pas chose aisée. N'est-ce pas? Derrière les gens qui doivent penser cela. Aussi, je vous demande de considérer cet arrêté de compte comme un constat. Les échanges sur le CA se feront lors de la séance de conseil municipal dédiée. Le troisième représente la proposition budgétaire que nous faisons pour 2023, que nous faisons, puisque donc on y a déjà travaillé. Ce n'est pas le vote des budgets, qui se tiendra lors d'un autre conseil municipal. Mais cette étape est importante, car elle permet à tous les élus, dans un échange constructif, de participer à l'écriture de celui-ci. Je dis écriture, car l'élaboration d'un budget s'écrit toujours dans un premier temps, le chiffrage n'en étant que la conséquence. Cela permet surtout de faire participer tous les élus, y compris ceux qui ne sont pas finances. Pour terminer sur ce préambule, je vous informe que le débat d'orientation budgétaire est un exercice auquel je tiens particulièrement, instauré dans notre commune depuis 2014 et qui n'en est obligatoire pourtant que depuis 2018. Ce débat vise à informer et éclairer l'Assemblée délibérante avant le vote du budget. Dans les éléments de contexte, il faut retenir une situation globale, instable tant politiquement qu'économiquement, représentée par un contexte mondial fortement marqué par un risque de récession et la hausse des prix à la consommation qui n'a cessé de s'accentuer. Des contraintes inflationnistes généralisées. Le budget 2023 va devoir s'établir dans un contexte de très forte inflation sur la plupart des postes de dépenses composant le budget. Cette situation soudaine est d'une ampleur inédite au regard des dernières décennies budgétaires. Pour notre commune, en fonctionnement, la marge de manœuvre et sur les ajustements de consommation sont déjà opérés pour la plupart depuis 2022. En investissement, les différents indices du coût de la construction connaissent logiquement une augmentation constante sur l'année 2022, impactant d'autant le coût des projets communaux, tant en cours que futurs. L'indice INSEE du coût de la construction, ce qu'on appelle le BT01, a connu une augmentation de 8,01 entre le troisième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022, dans un mouvement de hausse continue et n'est pas prêt de redescendre. Donc au moment où on se parle, c'est plus que ça. Ces progressions majeures vont influencer le coût des travaux d'entretien courants comme les opérations nouvelles. Pour la finance,
L'inflation influence aussi le coût du crédit qui s'est envolé. Son taux aujourd'hui autour de 3,50 et devrait continuer à progresser pour, je le rappelle, 1,05 en 2021. Pour notre commune, fort heureusement, la dette est particulièrement saine et ne comporte que des emprunts à taux fixe, à l'exception d'un emprunt ancien indexé Euribor 3 mois sur le coût de la monnaie en Europe et arrivant à échéance en décembre 2023. Mais on parlera de tout ça tout à l'heure dans le détail. Ainsi, la dette actuelle et future d'Espira de l'Agly n'est que peu impactée par ces hausses. Au contraire de nombre de collectivités de même strate ou des ménages qui, malheureusement, voient leur capacité de financement dangereusement réduite. Slide 3, donc. La loi des finances pour 2023. Après 3 années de politique budgétaire menée pour répondre aux différentes crises de Covid, la loi des finances initiale pour 2023, promulguée en décembre 2022, ne prévoit pas un retour rapide à la normale. Pour répondre à cela, le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs. Le pacte de confiance. Le gouvernement s'appuie sur une convention appelée contrat de Cahors. Il ne concerne que les villes interco de plus de 100 000 habitants, qui capent à 1,2 l'augmentation des charges de fonctionnement d'une année sur l'autre. À Espira de l'Agly, depuis 2018, nous nous y astreignons, tous les ans à périmètre constant, bien évidemment. La redistribution des concours de l'État et de la DGF. Ensuite, par un règlement de l'enveloppe de la dotation globale de fonctionnement du bloc communal à périmètre constant, il est à noter tout de même que la DGF n'est pas indexée sur l'inflation. Ça, c'est fort dommage, d'ailleurs. La revalorisation forfaitaire des bases calculées selon l'indice des prix à la consommation entre les mois de novembre 2021 et 2022. Le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases en 2023 sera autour de 7%. Cette nouvelle mesure depuis 2021 est le nouveau calcul de l'État pour venir compenser notamment la perte de fiscalité directe pour les communes sur la taxe d'habitation. Alors ça, je tiens à le rappeler parce qu'on a déjà vu sur notre foncier bâti l'année dernière, bien évidemment, donc l'impôt en bas à droite, comme on dit, de le montant augmenté. Mais pour autant, je rappelle que nous perdons, nous, un impôt direct qui s'appelle la taxe à l'habitation, puisque c'est la dernière année, donc en 2022, c'était la dernière année, pour certains contribuables. Et ensuite, je rajouterai également, ce qui me gêne le plus, et qu'on débat beaucoup à l'association des maires, c'est que, certes, financièrement, il y a une péréquation mise en place par l'État pour retrouver l'équilibre de la taxe d'habitation que nous perdons. Mais pour autant, on ne décide plus de notre impôt, c'est-à-dire est-ce qu'on veut le baisser, est-ce qu'on veut le monter. Ça, c'est l'État qui le décide. Et si un jour, s'ils font comme pour la DGF, eh bien, il faut trouver 11 milliards d'économies, ben, ils viendront les chercher dans les collectivités. Ce n'est pas le gouvernement qui fait des économies. D'ailleurs, il présente des budgets à des équilibres en permanence tous les ans. Ensuite, pour les valeurs locatives, qui est un des éléments importants également du calcul de l'impôt, il était prévu de les revoir donc en 2023, c'est reporté à 2025, comme je le comprends. Ensuite, il y a un dispositif qui s'appelle le fonds vert. Le fonds vert, c'est 2 milliards d'euros. Sera créé en vue de soutenir les projets de transition écologique des collectivités, performance environnementale des bâtiments, éclairage public, valorisation des biodéchets, adaptation des territoires au changement climatique, amélioration du cadre de vie. Vous vous rendrez compte que depuis 2022, déjà, nous, depuis 2019, on travaille sur ces dossiers. Donc, sur ces fonds notamment, que nous souhaitons orienter les investissements prévus sur cette prochaine année, et je dirai pourquoi en suivant. Et enfin, le filet de sécurité, déjà mis en place par la loi des finances rectificative de 2022, il ne nous concerne pas, parce que donc on a donc des résultats comptables qui sont largement au-dessus de ce que prévoient donc les communes qui seront éligibles. Et pour terminer, l'amortisseur électricité. Donc l'amortisseur électricité, donc bien entendu, on le demande, hein, mais qui est capé à 180 € le mégawatt. Mais il faut savoir que nous avons conventionné depuis l'année dernière donc avec plusieurs communes avec le CIDEL, et on est capé nous donc à 160 € du mégawatt. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Mais on fait quand même les demandes, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Il vaut mieux un tien que deux tu l'auras. Voilà. Y a-t-il une demande d'intervention? Donc nous passons à l'arrêté des comptes. Slide 4 et slide 5. Donc, comme je le précisais, il s'agit d'un arrêté de compte et non du compte administratif. Pour autant, s'il y a des modifications, ça sera à la marge, parce que donc on est raccord avec notre trésorier, qu'on suit parfaitement nos comptes. Donc, je pense qu'on est exact, on va dire, à 99%. Donc, le résultat
est positif de 3 812 797,59 en cession de fonctionnement en décembre 2022. Nous étions en 2021 à 3 728 540,24. Le résultat est positif de 2 161 267,63 en investissement. Nous étions à 2 109 581,42 en 2021. Donc le résultat cumulé est positif de 5 974 035,22, toutes sections confondues, pour 5 838 121,66 en 2021. Ces résultats, bien entendu, nous positionnent dans une très bonne situation pour attaquer 2023. Les agrégats financiers. Donc c'est l'épargne brute et l'épargne nette que nous dégageons cette année. Donc l'épargne brute sera de 914 413,12. Elle était l'année dernière de 971 637,80. Et en épargne nette, nous sommes à 626 195,79. Nous étions à 683 751,74 l'année dernière. Donc il y a à peu près une petite différence de 60 000 euros. Je rappelle que l'épargne brute représente la ressource fondamentale de chaque commune. Elle reste en 2022 à un niveau très élevé. Il faut remarquer aussi que celle-ci est largement supérieure aux communes de notre strate. On vous montrera un tableau tout à l'heure. Autre sujet important, la capacité de désendettement. Dans les ratios financiers, il existe deux façons de l'évaluer. Le premier, en nombre d'années que la ville mettrait à rembourser l'intégralité de sa dette en y consacrant tout son autofinancement, dont l'épargne brute. Le second est identifié en prenant l'intégralité du montant des recettes réelles sur la dette. Pour le premier, les experts en finances locales considèrent que le seuil critique pour une commune se situe entre 11 et 12 ans. Le seuil de vigilance s'établit à 10 ans. La capacité de désendettement à la fin de l'année 2022 de la commune d'Espira-de-l'Agly s'établit à 2 années,11 contre 2,29 en 2021. Par conséquent, on s'est désendetté et nous étions au double, 4,23 sur le CA de 2013 quand nous sommes arrivés, c'est-à-dire 2 fois plus. Mais ce n'était pas dû au montant, c'était parce que les taux d'emprunt étaient très élevés. Slide 8. L'autre méthode de calcul, qui s'appuie sur les recettes réelles, sur la dette, ce nouveau ratio met en exergue une situation très favorable de notre commune. Et je dirais même, j'en profite parce que c'est en même temps de l'information. Quand vous prenez une station balnéaire, qui a une population donc DGF de, mettons, 5 000 habitants, et qui passe à 100 ou 120 000 habitants l'été, si vous regardez donc ses recettes, et qu'on fait donc ce ratio d'endettement, ce n'est pas la même chose que le ratio à l'habitant. Alors, je sais que ce ratio est important, et les médias, ça en inspire fortement. Mais sincèrement, donc, nous, on est assez linéaire en recettes, quoi, même si on est un peu exceptionnel par nos recettes donc, de services. Mais pour autant, donc, c'est quelque chose qu'il faut mettre en exergue. Donc, pour nous, c'est aussi un indicateur qui est meilleur que l'autre. Mais pour autant, c'est pour expliquer à tout le monde comment ça fonctionne. Donc, on peut en conclure sur l'endettement que notre mode de gestion depuis 2014, on a su optimiser nos ressources, l'autofinancement, pour développer notre politique d'investissement soutenue et déployer un service public conforme à la continuité de service que l'on doit à nos administrés, qui paient les impôts, tout en nous désendettant. Donc, si on regarde l'effet ciseau, je pense qu'on doit être même donc, avec un bon rapport. Pour terminer, sur le sujet de l'arrêté des comptes, je vous présente une vue globale sous forme de tableau, donc, qui sont les ratios de la santé financière par habitant pour la Direction générale des collectivités territoriales. Alors, le premier PAC, c'est le compte administratif de 2013. Les trois autres, si je suis bien, donc c'est 2020, 2021 et 2022. Ensuite, c'est l'encours de dette par habitant et enfin les dépenses soutenues en investissement, en DGF. Voilà. Donc on y constate, pour le premier module, que les dépenses réelles de fonctionnement par habitant ont augmenté du fait du maintien de la qualité et de l'accroissement des services proposés à la population, tout en restant dans l'ordre de celle de la moyenne des communes de notre strate. C'est la première série. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a d'excellents résultats financiers, mais pour autant, donc, on était loin de ça, parce que quand vous regardez les années précédentes, voilà, c'est très, très parlant. Hein.
Et donc, bien évidemment, la moyenne de la strate, vous la voyez. Donc, ça, ce n'est pas des économies. Hein, c'est qu'on dépense parce qu'il faut dépenser. Gérer, ça ne veut pas dire donc faire que des économies. C'est aussi gérer, dépenser de l'argent à bon escient. Que ces dépenses soutenues le sont malgré un très faible produit d'imposition par habitant, largement inférieur au ratio de la moyenne de la strate, ce qui résulte de la politique volontariste de gel des taux d'imposition en faveur des contribuables tenus par la municipalité et démontre que ces dépenses ne pèsent pas sur les ménages. Ça, c'est important également. D'accord ? Donc, on dépense, mais on a encore donc une optimisation, une ressource, si on le souhaitait, donc sur la fiscalité, parce qu'on est bien en dessous des communes de notre strate. Que les recettes réelles de fonctionnement, tu le suis, hein, Jérémy, par habitant sont elles aussi en augmentation continue et très supérieure à la moyenne de la strate. Résultat d'une politique d'optimisation constante des ressources, notamment par des services qui ont des recettes importantes. Je vous en parlerai aussi tout à l'heure. Ensuite, que les dépenses d'investissement ou d'équipement sont en constante augmentation, démontrant le dynamisme de la commune pour son développement et sa participation active au soutien de l'économie, très largement supérieur, presque 3 fois plus, à la moyenne des communes de même strate. Ce niveau d'investissement a fait identifier notre commune au niveau départemental comme une ville de projet, ce qui influe aussi favorablement sur la valeur de notre immobilier, à nous tous. Pour information, sur une enquête du Figaro qui vient de paraître, Port-Vendre et Espira de la Glisse sont les 2 villes du département dont la valeur immobilière a le plus augmenté en 2022, plus 35%. Ça, c'est tous les investissements que l'on fait, tous les services que l'on crée. Que l'encours de la dette par habitant reste très maîtrisé et inférieur à la moyenne de la strate, comme déjà exposé plus haut. Qu'enfin, ces dépenses soutenues tant en fonctionnement pour assurer une bonne qualité de service qu'en investissement pour la qualité des équipements de la ville ont pu être réalisées malgré une dotation globale de fonctionnement stable de la part du gouvernement et même légèrement en dessous de la moyenne de la strate. C'est la dernière série. Voilà, donc ça c'était les éléments de contexte et l'arrêté de compte donc, de nos comptes à fin 2022. Donc là, on va vous présenter les orientations budgétaires pour 2023. Est-ce qu'il y a des questions? Vous me les avez posées jeudi. Bon. C'est bien de le rappeler parce que juste pour rebondir là-dessus, c'est bien de le rappeler qu'on allait parler jeudi parce que j'ai pu lire qu'on était, certains d'entre nous, on prenait des neuroleptiques ou bien on était sous anesthésie, on parlait pas conseil municipal, alors on ne posait pas de questions. Donc c'est simplement pour expliquer aux gens que si on ne pose pas de questions le soir du conseil municipal, c'est qu'on en a débattu le jeudi pour en avancer le plus vite possible et pour pouvoir laisser à l'opposition le choix et le temps de poser leurs questions. Donc non, pour ma part, je ne suis pas drogué, je ne suis pas endormi, ni rien du tout, donc c'est bien de le faire, de le dire. Voilà, merci. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Dans les orientations de dépenses pour ce budget, en charge dans la section de fonctionnement, hein, bien sûr. Les charges à caractère général, le 011. Le budget 2023 sera construit sur la base du réalisé de 2022, en appliquant une évolution des dépenses liée au contexte économique du début d'année 2023, autour de 15 points. En effet, comme vu plus avant, les charges à caractère général sont durement touchées par l'inflation, alimentation, énergie, fourniture. Par ailleurs, la montée en puissance de l'offre culturelle de la ville pourra être programmée avec un impact très mesuré sur ce chapitre. Certains comptes seront donc revus à la hausse par rapport au montant réalisé. C'est le cas pour les fêtes et cérémonies qui vont comprendre les spectacles culturels, la restauration scolaire, puisque les repas augmentent, les prestations des services enfance et jeunesse, la qualité des services maintenus, la croissance de la fréquentation. À titre d'exemple, sur ce poste, du fait du plus grand nombre d'enfants accueillis, le nombre d'heures d'accueil pour les activités à destination des adolescents est passé de 792 heures en 2020 à 1353 heures en 2021 et à 1757 heures en 2022. Les heures d'accueil du périscolaire et en extrascolaire sont aussi en augmentation. Il s'agit d'un service essentiel à la population jeune d'Espira de la Glie, où je rappelle que la recette, qui est la contribution des parents, ne couvre que 23% de la dépense de fonctionnement. Les fluides, énergie principalement. L'inflation énergétique est toutefois à relativiser par la convention que nous avons signée avec le CIDEL, je vous en parlais tout à l'heure.
et au regard des investissements lourds initiés par la commune dès avant la crise, puisque les premières études datent de 2019. C'est un programme de campagne. En faveur de la baisse de la consommation électrique, relamping, passage au LED. Elle devrait permettre de contenir l'augmentation de ce chapitre de dépenses dans une mesure acceptable. Les carburants également, donc une inflation, une rationalisation des trajets de l'ensemble de notre flotte de véhicules est à l'étude, donc, et on essaie d'optimiser cela, bien évidemment. Le 012, les charges de personnel. Depuis 2014 et depuis chaque année, les services municipaux ont été restructurés afin d'apporter un service de meilleure qualité aux administrés, et ceci réalisé par l'augmentation en qualité et en quantité du nombre d'agents. Je rappelle, nous étions 29 agents au CA de 2013, nous serons cette année 57. En 2023, les principales évolutions de la masse salariale seront les suivantes. Pérennisation du 3e médecin à temps complet et augmentation de l'amplitude du secrétariat médical. Tous ces postes seront repris au budget annexe dédié, puisque nous allons créer un budget annexe et j'expliquerai pourquoi. Recrutement de 2 policiers municipaux pour le renouvellement de ce service, le premier déjà arrivé. Maintien des remplacements des agents momentanément absents sous les 24 heures en raison de maladies ordinaires, de congés longue maladie et de congés de maladie de longue durée, ce qui génère un surcoût pour la continuité du service. Mais on tient à cela. Moi, je me souviens, sur la première année qu'on est arrivé, le mandat précédent, il y avait des services complets où il y avait des gens qui étaient en maladie, des gens qui étaient en RTT, des gens qui étaient en congé. Pendant un mois et demi, on n'avait personne sur le terrain. C'est vrai. Donc, on a réglé ces choses-là. On a commencé bien initié donc, sur le mandat précédent. Et donc, on est dans cette continuité maintenant. Le recrutement d'un agent de maîtrise pour les services techniques, ayant à charge toute la partie électricité. Il est déjà arrivé lui aussi. Le remplacement d'une aide comptable à 80% et les 20 autres % à terme sur le CMS. C'est donc l'augmentation du secrétariat sur le service médical. La pérennisation de l'agent encadrant la médiathèque. 2 agents devraient faire valoir leurs droits à la retraite dans le courant de l'année. Ça, c'est une économie, c'est pas. Mais il faut tout mettre. Les évolutions, voilà. Et globalement, les avancements moyens, en principe, c'est 1,5 par an en moyenne. Et une éventuelle nouvelle hausse du point d'indice qui était bloqué depuis 2010, on l'a eu en 2022 de 3,5. Et ce sont les bases prudentes de la prévision qui sera retenue pour le budget primitif. Et je rappelle que ce chapitre, le 012, est important, c'est le montant le plus important de la section de fonctionnement, le chapitre. Les charges de gestion courante, le chapitre 65. En 2023, la commune n'envisage pas de modification de l'enveloppe budgétaire allouée aux associations. Depuis 2015, celles-ci ont été revues à la hausse presque chaque année. Leur attribution est soumise, et je le rappelle, à la constitution par l'association d'un dossier représentant le compte de résultats, le budget prévisionnel et les objectifs poursuivis pour l'année en cours. Pour autant, une convention de participation aux fêtes du village est à l'étude. Cela permettrait à la SOS qui participe d'obtenir une recette supplémentaire appelée recette d'animation. Je dis aujourd'hui, le 65, toujours il y a des ratios financiers qui sont calculés. Nous avons fait le choix, enfin pas nous, l'équipe municipale précédente a fait le choix de travailler à l'extinction du comité des fêtes, travailler avec les associations. Nous avons, sur le mandat précédent, développé beaucoup de nouvelles fêtes qui génèrent des besoins en main-d'œuvre très importants. Et toutes les associations ne peuvent pas le faire. Et je parle, il y avait la PE jusqu'à présent, il y a le rugby maintenant, on est fort content de cela. Et donc, plutôt que d'allouer une subvention supplémentaire, l'intérêt, c'est de faire participer. Et donc, quand les gens participent sur ces réunions, sur ces manifestations, on leur donnera, donc bien entendu, puisque la recette de tout ce qu'ils vont faire, elle est pour eux. Et la charge de l'animation, elle est pour la mairie. Voilà, comme ça se faisait sur le mandat précédent et le mandat d'avant d'ailleurs. Ensuite, pour l'enseignement privé, après le primaire, par circulaire ministérielle relative à la qualification d'école privée sous contrat avec l'État de 2015. Puis en 2020, toujours par circulaire ministérielle, la commune participe aux frais de fonctionnement des écoles maternelles privées en raison de la scolarisation obligatoire des enfants dès l'âge de 3 ans. Et compte tenu de l'inflation et du coût réel de fonctionnement, une augmentation de 5% sera proposée. Pour rappel, cette attribution ne concerne que les enfants du village scolarisés dans cet établissement. Ils étaient 85 en 2022. Le montant par élève est de 450 €. Il sera donc en 2023 de 472,50 €. La facturation du TICE, c'est la taxe qui facture donc cette prestation, que nous effectuons pour les enfants hors commune que nous accueillons, est de 611 € pour le primaire
et 2178 pour les maternelles. Sachant que la moyenne des forfaits facturés dans les PO est de 1460 en maternelle et 545 en primaire. Que nous-mêmes, nous sommes obligés également de payer des enfants qui vont dans des écoles, entre guillemets, privées, mais qui en sont, donc comme la Bressole, ou des établissements spécialisés sport, par exemple. Voilà, donc tout ça, c'est pour expliquer, parce que la discussion qui traîne toujours dans les rues de notre commune, c'est comment on finance l'école privée. Bien, il y a des enfants qui y vont, qui sont des contribuables de la ville, on les finance donc au même titre que nous finançons nos écoles. Et si pour information, vous avez besoin de précisions sur les prestations en analytique, comme la cantine, comme le service enfance-jeunesse, je peux vous les donner. Je les ai en détail, d'ailleurs, je vous les donnerai quand même. Le slide 15, donc, c'est les charges financières. Ce chapitre sera encore en diminution à fin 2023, en raison de l'exception progressive de l'ancienne dette, souscrite à des taux d'intérêt oscillant entre 4,33 et 5,01. La souscription d'un nouvel emprunt en 2020 n'a eu que peu de répercussions sur l'évolution des charges financières, compte tenu du faible taux pratiqué, 1,05. Comme je vous l'avais dit, lors du vote de cet emprunt en 2020, d'ailleurs, pour info, les charges financières auront diminué de 83,70% à la fin de ce mandat par rapport à notre arrivée en 2014. Alors, ce que je regrette, je l'ai dit à mes élus, j'aurais souhaité emprunter 4 millions d'euros. Parce que la conjoncture, sans être spécialiste finance, mais je m'y intéresse fortement, on aurait donc eu, pour nos réalisations futures, donc ce qu'on appelle les réalisations pluriannuelles, on aurait eu la possibilité de travailler avec plus d'aisance. Et j'expliquerai pourquoi quand on sera sur les investissements tout à l'heure. Et pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'un investissement, ça ne doit pas être porté que par l'autofinancement. Ça veut dire donc par les recettes qu'on sait sortir, mais également par la fiscalité des gens qui habitent. Les nouvelles gens qui habitent, qui viennent habiter Espira de l'Agly, doivent payer également, doivent participer à ces investissements. Donc on a des clés de voûte de travail avec les services. Il y a par exemple un bâtiment, on va dire on fait un autofinancement de 50%. Ça c'est la version la plus mauvaise. Sachant qu'après, donc jusqu'à présent, donc on a eu un taux sur le mandat précédent qui approche les 70% de subvention. Donc on a été performant. Mais on se donne des clés de voûte. Et c'est toujours comme ça. Parce qu'à un moment donné, et on en parlera sur les investissements futurs, il faut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre? Parce qu'effectivement, on a de l'argent, on a de l'autofinancement. Mais est-ce que ça ne serait pas intelligent de dire, mais ça coûte 2 fois plus, ça coûte 500 000, ça nous coûte 1 million d'euros, et donc de déposer complètement cet autofinancement. On ne fait pas une course, hein. Un mandat c'est 6 ans, il faut profiter des opportunités, et j'en parlerai tout à l'heure donc quand on sera sur les investissements. Donc il en est de même pour ce qui concerne le capital, puisqu'en 2023, le montant de l'emprunt restant sera de 1 708 327, pour se retrouver en 2026 à seulement 1 235 416. Je rappelle donc au CA de 2013, soit lors de notre arrivée, le capital restant dû était de 2 60 728. Donc c'est-à-dire 800 000 euros de moins. Cette maîtrise dans la gestion de la dette est un excellent constat qui nous permettra de passer la conjoncture de meilleure façon. Aussi, il est également important de noter que les charges financières demeurant largement inférieures à celles supportées par les communes de la même strate. Tout ça, c'est vachement important, parce que ça permet de nous comparer, quoi. Est-ce qu'il y a une intervention? On continue. Nous passons aux recettes de fonctionnement. Pour les atténuations de charges, elles seront composées autour de 140 000 euros. Ce poste est en diminution par rapport à 2022, ceci étant essentiellement dû donc au départ d'agents à la retraite. Alors les atténuations de charges, c'est quoi cette bête? Alors les atténuations de charges, ça nous coûte à peu près 48 000 euros par an. Hein, donc 48 000, c'est ça? Donc 49, 48 et des poussières. Et donc ces atténuations de charges, c'est le contrat d'assurance qu'on a fait pour l'absentisme, qu'il soit donc en maladie ordinaire ou les deux autres maladies qualifiées, donc de longue maladie ou de longue durée. Cela permet, alors ça nous couvre à peu près 80-83% de la charge réelle, mais ça nous permet de remplacer la personne sous 24 heures. Je vous laisse imaginer, quand on est arrivé en 2024, la commune avait 29 agents en maladie ordinaire, avait 363 jours de maladie. Donc si vous mettez ces 363 jours sur une année,
et que donc vous n'avez pas ce contrat d'assurance, vous payez un employé pendant 1 an de plus. Voilà donc pourquoi nous faisons ça. Bien entendu, le jour où l'assurance coûtera plus cher, ce qui pourrait arriver, que ce que ça nous fait économiser, on échangera le fusil d'épaule. Pour les produits de services, comme lors des exercices budgétaires précédents, la politique appliquée par la municipalité sera en 2023 le gel des tarifs des produits et des services, à l'exception des cantines, dont les tarifs dépendent de l'évolution du tarif du CIM. Cela afin d'impacter le moins possible le pouvoir d'achat de nos administrés. La fiscalité directe locale. En 2023, la municipalité fera le choix de ne pas augmenter le taux de la fiscalité directe locale une année de plus. Il sera donc proposé de voter les taux suivants. Le taux du foncier bâti, ça sera le jour du budget, ça, 34,87 €, et le foncier non bâti à 45,24 €. Pour rappel, ces taux sont bien inférieurs au taux moyen constaté par la DGFiP sur les communes de même strate. Le foncier bâti, généralement, tourne en moyenne à 37,38. On est à 34,87. Et le foncier non bâti à 49,10. Nous sommes à 45,24. C'est là qu'il y a aussi des sources d'optimisation de recettes. Ce n'est pas ce qu'on va faire, mais on sait que nous pouvons le faire. Nous allons mettre en place également un nouvel impôt sur les vacants. Vous avez la délibération qui avait été prise donc le 22 mars 2021. A institué de la taxe d'habitation sur les logements vacants pour les logements qui se déclarent libres de meubles. Cette nouvelle fiscalité sera perçue à compter de 2023. Elle permettra de lutter contre les vacances de biens et la dégradation qui y est associée. Le montant prélevé sera entre 30 et 40 000 € par an. Cette mesure incitative va de pair avec la politique de restauration du centre urbain, qui est un de nos projets de campagne. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a une loi qui a été promulguée, dans la loi climat et résilience, donc avec un article qui s'appelle zéro artificialisation nette, qui sera mis en place à partir de 2035. Et de fait, donc, on est obligé de réimaginer la ville, toutes les villes, sur le centre ancien. Donc aujourd'hui, on donne des mesures incitatives, donc la fiscalité, mais aussi beaucoup d'aides. Donc avec la politique Habiter mieux, donc mise en place avec la communauté urbaine, qui permet sur le centre ancien, notamment, de rénover donc, les façades et les menuiseries, l'isolation, donc tout ce qui est énergétique. Donc, parallèlement aussi, nous avons donc mis en place l'institution du permis de louer sous autorisation depuis septembre 2022, qui aura vocation de lutter contre l'habitat indigne et insalubre. D'ailleurs, je ne donne pas, mais j'ai une administrée qui vient me voir la semaine prochaine parce qu'elle a loué un bien et donc, comme elle changeait de locataire, c'est quand on change de locataire. Donc, la communauté urbaine a été au courant. Donc, il y a un rendez-vous qui est pris avec le conseiller pour regarder donc, l'état de cet immeuble. S'il peut être loué, donc, clair. Je rappelle qu'actuellement, sur Espira de la Glie, nous avons 13 bâtiments indignes ou insalubres. La fiscalité reversée. Le passage en communauté urbaine en 2016 a obligé la commune au transfert obligatoire de certaines compétences, la voirie, le PLU, etc. Et à ce titre, la commune a demandé à renégocier l'ensemble de toutes les compétences transférées depuis 2011. Ont été opérés également des transferts de compétences à fiscalité dédiée, eau, assainissement et TOM. Ce réajustement a permis d'optimiser l'attribution de compensation de la commune, qui représentait environ 365 000 € en 2022. Je rappelle que la première année, donc c'était en 2014, nous avions eu un chèque de 290 000 € pour démarrer, et ensuite c'est autour de 70 000 € par an que nous récupérons là-dessus. Fin 2022, Perpignan Méditerranée Métropole a choisi, comme l'a permis la loi dite 3DS, relative à la différenciation, décentralisation et déconcentration, du 21 février 2022, de retourner dès 2023 la compétence voirie aux 36 communes membres. Ça a été voté à l'unanimité par le Conseil communautaire. De fait, la commune va devoir reprendre l'entretien et l'investissement pour les voiries qui lui reviennent. À ce titre, la Commission locale d'évaluation de charges transférées, la CLECT, a opéré un calcul de retour d'attribution de compensation afin de tenir le compte des charges transférées vers les communes. Alors il faut savoir que de ma délégation, bien évidemment, c'est un dossier que je suis en premier plan, avec le contrôle de gestion. J'ai entendu lors du conseil municipal précédent une intervention de l'opposition qui disait maintenant on va payer nos voiries. On les a toujours payés. On les a toujours payés. Voilà. La seule chose que l'on fait maintenant, c'est que
pour base, je vous donnerai le montant après, pour base de calcul, on a demandé, donc, avec l'équipe finance, les élus de la commission finance, on a demandé premièrement qu'on nous renvoie, que ce soit en fonctionnement en investissement, le montant réalisé à fin décembre 2022, sur l'année 2022. C'est-à-dire que par rapport au coût, on est dans un coût réel, et en quantité, et en prix unitaire. La deuxième des choses, j'ai imaginé et j'ai proposé, et pour l'instant c'est validé, puisqu'on est en claque provisoire, elle sera votée la définitive au mois de mai, avec l'équipe du contrôle de gestion, on a proposé donc une dynamique. La dynamique sur l'investissement, c'est le prix au 31 décembre 2022, avec une dynamique de 22,50%. Ça, c'est acté. Je pense qu'au mois de mai-juin, il n'y aura pas de, enfin, au mois de mai, pour la clé définitive, il n'y aura pas de problème. Par contre, sur le fonctionnement, on est actuellement, puisqu'on avait 2 modes de gestion, les pôles territoriaux et les conventions de gestion, on a fait un vote qui a été fait à la majorité, les pôles territoriaux n'étant pas d'accord, surtout un, le deuxième, il était d'accord, mais le premier, le pôle Grand Ouest, demandait une dynamique de 40%, ce qui était exagéré. Et donc, on est resté sur un mode de dynamique de 16%. Donc, ça veut dire que déjà, par rapport à ce qu'on a envoyé en 2014, on nous renvoie actualisé. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien identifier. Et qu'ensuite, bien évidemment, toutes les recettes que nous avons transférées pour payer la voirie, c'est-à-dire aux plus petits les amendes de police, la RODP et la taxe d'aménagement, qui est la plus importante, on va les recevoir de nouveau, en retour. Donc, à l'issue de cette évaluation, l'attribution de compensation de la commune, qui était donc, je le rappelle, de 365 000, elle va passer à 595 000 tous les ans. C'est-à-dire 230 000 euros de reversement supplémentaire à l'attribution de compensation, qui est une recette de fonctionnement. C'est-à-dire que si on était sur l'opération constante d'aujourd'hui, on aurait donc en épargne nette 230 000 euros de mieux. On est déjà bien placé. Voilà. Par contre, ce qu'il faut entendre, c'est au niveau de la forme, c'est que la proposition que je porte donc à mon groupe, c'est de dire, voilà, l'investissement, il y a donc un amortissement, certes, mais il y a une durée de paiement. Je pense que ce n'est pas un investissement, ça ne s'autofinance pas seul, à 100%. Ça serait une hérésie. Donc je dis aujourd'hui, on va déterminer une clé de voûte en disant, les voiries, on va les autofinancer à tel niveau, et je proposerai d'aller chercher de l'emprunt. Parce que comme ça, ça nous permet de couvrir et les populations futures, de financer aussi cette voirie. Pour autant, aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, bien entendu, on va essayer de toucher au moins à l'emprunt. Donc je rappelle que sur les 2 millions d'euros qu'on a empruntés aujourd'hui, les 2 millions d'euros sont disponibles. Puisque donc vous avez vu notre résultat d'investissement, on est au supérieur à 2 millions d'euros. Ça veut dire que l'emprunt qu'on a contracté, c'était juste pour bénéficier du taux et pas parce qu'on en avait besoin, comme ça a été dit. Et donc ces 2 millions d'euros, on en dispose. Donc on va essayer de passer la mauvaise période avec ça, mais à un moment donné, eh bien peut-être donc il va falloir penser à ça ou pas le faire. On se posera la question tous ensemble. Donc, donc assumer la charge de retour des voiries. Donc je rappelle que cette charge, elle était de 170 000 euros. Elle est passée donc avec la dynamique à 230, donc ça fait 50 000 euros de dynamique. Ce retour dans nos recettes de fonctionnement viendra augmenter dans notre CAF et nous donnera une capacité plus importante d'investissement pour la voirie. Autre recette, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales. Donc on part sur 65 000 euros comme l'année précédente. Pour info, nous construisons depuis plusieurs mois avec PMM notre pacte financier fiscal. Ce pacte financier fiscal qui permet d'identifier une nouvelle recette appelée la DSC. La DSC, c'est la dotation de solidarité communautaire. Nous devrions aboutir sur ce sujet vers septembre 2023. Bon, enfin, je dis ça, c'est un objectif. Je suis assez optimiste, mais c'est pour me faire plaisir, parce que moi, je suis un adepte de la bouteille à moitié pleine et pas à moitié vide. C'est un discours politique. On n'arrête pas de faire des réunions. Bien entendu, la disparité des communes entre la plus petite, donc Cals, et notre ville-préfecture Perpignan, sachant que c'est la même compétence, c'est un peu compliqué. On n'a pas la même définition de la solidarité. Mais pour autant, on va arriver à quelque chose. Et de toute façon, ça sera une recette supplémentaire. Alors la DSC, elle existait, mais on avait un montant forfaitaire en fonction de la taille de notre commune, qui était, je crois, de 60 000, enfin, dans ces eaux-là, 70 ou 90. Mais peu importe, donc on aurait beaucoup plus que ça. Est-ce qu'il y a des questions sur les recettes
prévues donc en proposition d'orientation budgétaire. Bon, là aussi, je donne des explications dans le détail parce que ça me paraît nécessaire, comme il n'y a pas trop de questions. Mais en même temps, si vous avez donc besoin de... Vous pouvez y aller, hein, comme vous l'avez fait jeudi. J'ai bon coup. Alors, pour la section d'investissement, là, c'est intéressant. Je le disais en préambule tout à l'heure, il y a des élus qui ne sont pas finances. Ce n'est pas un défaut. Mais la construction d'un budget, ça s'écrit. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Après, on chiffre. Et quand on a chiffré, eh bien on débat et on essaie de faire donc un PPI, un plan de programmation des investissements. Et c'est comme ça que nous fonctionnons depuis 2014. Alors, pour information sur la section d'investissement, pour information générale sur les queues de programme. Parce que parfois, on voit dans les budgets et dans les comptes administratifs des queues de programme qui, pour nous, par exemple, comme cette opération ici est terminée, mais comptablement, elle n'est pas soldée. Et donc, comme elle n'est pas soldée comptablement, il y a toujours les écritures qui perdurent, bien évidemment. Certaines opérations sont terminées ou en voie de l'être. Toutefois, il reste parfois quelques finitions reprises à prévoir au budget, voire des subventions en attente de versement. Certains postes ont fait l'objet de retenues de garantie ou de réserves qu'il convient de lever avant de procéder au paiement complet des entreprises intervenantes. De ce fait, elles seront reprises au budget primitif 2023, malgré leur achèvement physique. Alors, la médiathèque, le centre culturel, subventionné à 69%. Alors, je suis désolé parce que je suis mon fil conducteur et ça, en même temps, ça permet de se remémorer les situations. Pour précision, un élu de l'opposition, lors du conseil municipal du 13 décembre 2022, avait exprimé le fait qu'il avait des preuves que les entreprises étaient payées avec beaucoup de retard à la mairie d'Espira-de-l'Agly. Même si de mon côté, je n'occulte pas le fait qu'il est un sachant sur ce qui concernera la gestion des paiements d'un chantier. Je lui avais répondu que les paiements étaient faits dans le délai de la loi LME, la loi de modernisation de l'économie, soit 30 jours pour le mandatement mairie. Alors je précise ça, parce qu'aujourd'hui, je rappelle que l'ordonnateur et le payeur sont séparés. L'ordonnateur, c'est le maire, le payeur, c'est le trésorier. Nous, on mandate les 30 jours, et le trésorier, normalement, doit payer en suivant. Sachant que des fois, il reçoit des mandatements, et il n'a pas l'argent, pas dans le compte, dans la comptabilité, en trésorerie. Mais nous, on n'a pas de problème de trésorerie, parce qu'avec 6 millions et quelques recettes de subventions qui ne sont pas rentrées, je ne sais pas, je n'ai pas la trésorerie, mais on doit être à plus de 4 millions d'euros, quoi. Donc je veux dire, il n'y a aucun problème là-dessus. Que pour le retard que vous identifiez, il s'agissait des DGD. Tu le mets le slide, s'il te plaît. C'est pas celui-là. C'est le slide, le tableau de... Enfin, c'est pas très grave. Mais on sait tous, bien entendu, qu'il sait ça précisément. Dans l'avenir, je vous invite à de la mesure dans vos propos, car ce ne sont que les agents qui font les mandatements. Ça, c'est important. Ce sont que les agents qui font les mandatements, et donc les mandatements sont dirigés par la directrice générale des services. Pour ce qui concerne le maire, puisque je crois que vous me visiez, je vous informe que mes interventions se limitent au fait de constater un retard dans un délai de règlement supérieur à 30 jours, ce qui n'a jamais été le cas. Et félicitations aux services financiers, car pour cette situation, l'entreprise est en droit de réclamer les intérêts moratoires, conformément à la loi LME. Ce qui veut dire que si nous, on mandate au-delà de 30 jours, bien l'entreprise doit demander au travers du percepteur des intérêts moratoires. Et là, bien entendu, j'interviens parce qu'on a mis, l'administration de notre commune en quantité à qualité avec ce qu'il faut. Donc, à partir du moment où on n'a pas de problème de trésorerie, il n'y a pas de raison que cela ne se fasse pas dans les délais. Et ça, c'est le tableau que je présente où on constate bien évidemment qu'il y a des montants qui sont dus. Mais ce sont les DGD. C'est le document général définitif. C'est-à-dire que quand on fait un marché avec une entreprise pour 100 et que ce marché n'est pas quantitativement ou qualitativement réalisé correctement, eh bien on fait une réserve. Et c'est à l'entreprise de lever la réserve pour que l'on puisse payer totalement le marché. Mais je rappelle quand même que dans les marchés publics, il y a donc un architecte qui a une mission complète avec la loi MOB. Et celui qui décide de payer ou de ne pas payer, c'est l'architecte.
Nous, bien entendu, on a un directeur des services techniques qui représente donc le promoteur, en l'occurrence, nous, la mairie, d'accord, mais pour autant, c'est comme ça que ça se passe. Donc je trouve dommage de relever cela, parce que je rappelle que c'était en réponse au vote des 25% supplémentaires que l'on demandait sur la section d'investissement, parce que le budget va se voter que donc au mois de mars, et que donc de janvier à mars, il faut bien payer les entreprises. Alors je dis c'est un peu incohérent, et je dirais même ça ne va pas dans le bon sens, quoi, hein. Donc on a mis ce tableau-là, et on le tient à disposition, hein. Il y a tous les montants des marchés, les raisons pour lesquelles elle s'est retenue. D'ailleurs, ce soir au courrier, j'avais une entreprise qui me donnait donc... voilà, c'est justificatif qu'il manquait pour pouvoir le payer donc, du solde de son marché. Mais c'est comme ça que ça marche, hein. Donc, l'année 2023 sera consacrée à la fin de la constitution du fonds livre, CD et vinyle. Excuse-moi, Jérémy. Donc, ensuite, donc, à la mise aux normes, donc, des bâtiments qui ont été communaux, donc, qui ont été subventionnés à 50%. Cette opération qui a débuté en 2022 doit se poursuivre sur le bâtiment de la mairie, celui de la halle et des hôtels Nice. Il s'agit principalement des mises aux normes électriques. L'opération Relamping, subventionnée à 60%, 50% en décile du programme France Relance de l'État et 10% du conseil départemental. Un diagnostic de l'ensemble de l'éclairage public de la ville a été réalisé afin de permettre une analyse quantitative et qualitative de l'éclairage public. L'objectif étant de mettre en place des appareils moins énergivores et plus vertueux écologiquement. L'opération qui a débuté s'inscrit dans la continuité de la rénovation énergétique des bâtiments et consistera à remplacer toutes les lampes existantes, très consommatrices en matière énergétique, par des systèmes LED avec un objectif d'économie d'environ 30% de la facture d'énergie. Cette opération a été prévue bien en amont, dans les études en 2019 et 2020, mais n'a pu démarrer avant 2022 dans l'attente de la notification des subventions. Elle se poursuivra tout au long de l'année. En 2023, le remplacement total de tous les appareils obsolètes sera réalisé. Les enjeux ne sont bien évidemment pas que financiers, ils sont aussi écologiques et environnementaux. Alors, pour la petite histoire, et afin que ça nous coûte le moins cher, on a chargé donc un de nos élus donc, de suivre ce chantier, c'est Patrick Malherbe, qui suit ce chantier. Et on est allé vendredi avec l'entreprise sur le marché à bon de commande et la décision prise de l'entreprise AGEC. On est allé mettre donc 2 lampadaires donc ou 3, je ne me rappelle plus. 2, voilà. 2 donc sur le lotissement du village. Tu peux nous expliquer ce qu'on a fait, s'il te plaît? Sur place des Magnolias, on a à l'origine tout l'éclairage est au sodium. Donc l'éclairage sodium, c'est une grosse boule qui dirige la lumière vers le haut. Et là, il y a deux lampadaires qui ont été mis en place face au numéro 6 et au numéro 9 de la placette, avec un éclairage LED. Au niveau intensité, un réglage de 6, en gros 6 ampères à 20 ampères, qui donne un rendu égal à 70% de la valeur des lampes sodium. C'est-à-dire qu'on économise instantanément 70% d'éclairage, plus puissant. La différence, c'est que le halo, il est dirigé vers le sol. Donc, à 6 ampères, on est en phase sécurité. Et à 20 ampères, le maximum, l'éclairage, il répond à 80 ampères à l'origine. Ouais. Donc là, on économise facilement 30 à 40% d'énergie. D'accord. Alors, il y a environ 700 lampadaires à mettre en place. Donc, pour compléter cela... Ah, pardon, oui. Alors, pour compléter cela, en investissement, il y avait 2 façons de faire. Il y avait un pilotage donc, par candélabre, et la valeur était très, très, très importante, compte tenu en plus des prix aujourd'hui pratiqués. Donc, on fait de la programmation en usine. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle on a fait ces essais physiquement pour regarder ce que ça représentait. Et donc, on va avoir donc, à l'intensité maximum un certain halo, et le minimum, et je vous dirai pourquoi on n'éteint pas non plus, parce que ça c'est important. Donc le minimum qui représente une lumière, parce qu'elle est dirigée vers le sol, c'est une lumière blanche, c'est pas la même lumière que le sodium. On a une meilleure lumière, enfin moi en tous les cas c'est ce que j'ai remarqué, que ce que nous avons actuellement, qui est énergivore, quoi, je veux dire. Donc ça c'est la bonne chose. Ensuite,
dans la programmation de ne pas éteindre les candélabres. On a vu plein de choses et je respecte toutes les décisions qui ont été prises. Mais il faut d'abord relativiser entre un village, et ce n'est pas péjoratif, hein, entre un village, donc des hameaux des Corbières, qui a 100 ans ou 150 ans, qui prend la décision de tout éteindre et qui l'ont déjà prise depuis fort longtemps. Ils font des économies comme ça, tant mieux pour eux, mais ils ont un mode de vie qui le permet. Nous, on n'est plus un village, on n'est pas encore une ville, mais on est surtout en situation périurbaine. Et donc, on est obligé d'avoir une police municipale, on est obligé d'avoir une vidéosurveillance. Et quand on éteint les candélabres, eh bien, on ne peut plus alimenter la vidéosurveillance de jour. C'est la raison pour laquelle, donc, nous avons fait le choix de baisser l'intensité, mais ça laisse toujours l'énergie de pouvoir charger les batteries donc, qui vont changer, qui vont passer au lithium. C'est ça, Jean-Philippe? Les batteries au lithium, donc on va changer les batteries aussi des caméras, qui ont donc une durée de vie et d'énergie plus importante. Voilà ce que l'on va faire sur ce projet. Ensuite, bien évidemment, la rareté des produits, on espérait avoir ça courant février. Moi, je me serais fait un plaisir d'annoncer ça. Mais malheureusement, donc, si on a ça courant avril, début mai, ça sera très très bien. D'ailleurs, Jean-Philippe encore tout aujourd'hui, parce que je voulais vous donner l'information ce soir, il a relancé l'entreprise au moins 10 fois et on n'y a jamais répondu, donc ce qui ne doit pas avoir l'info. Mais c'est un peu compliqué pour se faire fournir. Jean-Philippe, c'est le DST. Alors ensuite, dans la mise en œuvre d'un schéma sylvicole. La maîtrise d'œuvre doit être subventionnée à 80%. Le schéma sylvicole dont le projet a été lancé en 2022 a pour but d'établir un principe directeur pour l'ensemble du massif forestier réparti dans les communes d'Espira de l'Agly et de Cazes-le-Pen que nous y avons fait adhérer, sachant que la maîtrise d'œuvre, c'est la ville d'Espira qui la porte. Un comité de pilotage, donc COPIL, a été mis en place pour coordonner l'action des deux communes et permettre, outre la prévention des incendies et la mise en sécurité des bâtis, de fédérer les propriétaires et de valoriser la filière sylvicole sur le territoire. Donc la prochaine réunion de COPIL, c'est au mois de mars. On va donc réunir en une fois tous les propriétaires de forêt de la ville d'Espira de l'Agly et on espère de Cazes-le-Pen. Sinon, on le fera en deux en fonction du nombre. Et donc, sachant que donc, sur notre territoire, donc, nous avons des forêts privées donc, appartenant à M. Dupont, M. Durand. La plupart du temps, ce sont souvent des agriculteurs. Et ensuite, donc, des forêts communales, donc les forêts qui nous appartiennent, et les forêts domaniales qui sont à l'État, qui sont gérées par l'ONF. Et donc, on va essayer de faire un plan d'entretien sylvicole qui fait suite à l'OLD qu'on avait fait sur le domaine de Montpin, pas sur le massif de Montpin, sur le domaine de Montpin. Et on va faire cet entretien parce que d'abord, il faut nettoyer la forêt, que c'est une vraie économie et que donc, bien entendu, le pin d'Alep, qui est l'arbre qui est le plus fourni chez nous, est un arbre qui est donc aussi éligible au bois de charpente. Mais pour avoir un fût de bois de charpente, il faut diminuer au moins actuellement comme elle est, au moins de 60-70%. Le nombre de naissances de pin d'Alep. Voilà. Donc l'entretien sylvicole, c'est pas tout ce qui est au sol et tout ça, on ne touche pas, c'est que les arbres. Hein. D'accord? C'est pas de l'OLD, là où on nettoie tout. Là. C'est pas la même chose. Mais en même temps, ça nous permet d'éclaircir le biotope. Moi, je sais que sur l'OLD, je ne sais pas, donc pour les gens qui aiment la nature, mais j'ai eu plaisir de retrouver du lièvre commun qui devait être encore sur notre territoire, mais qu'on ne voyait plus. Aujourd'hui, on en voit beaucoup dans l'orée des forêts parce que c'est beaucoup plus clair. Et donc, le lièvre y est beaucoup mieux, sachant qu'avant, c'était le sanglier qui était là. Et comme il était omnivore, il nettoie dans toutes les nichées de lapins, de perdreaux, de lièvres, de tout ça. Et puis en même temps, donc, bien le soleil, mais ça fait aussi donc, sortir des nouvelles plantes et des fleurs, des champignons, des choses qu'on a toujours respirées de l'Agly, mais qu'on avait un petit peu perdu parce que le paysage naturel se refermait. Ensuite, troisième projet, la réalisation d'une étude pour la réalisation d'un plan de circulation et la signalétique. Là, la main-d'œuvre a déjà effectué le travail et d'état des lieux de l'existant. Des propositions ont été réalisées et sont actuellement en cours d'arbitrage. Alors, bien entendu, en cours d'arbitrage pour cela, il y a plusieurs raisons. D'abord, dans le plan de circulation proposé, mais ensuite, et aussi parce que dans le plan de circulation, il y a le contournement de la voirie, la voie de contournement de Notre-Dame-des-Anges, derrière, le lotissement du village, et que donc on ne sait pas si ça va se faire, où se faire, et que bien évidemment, l'hypothèse qu'on va prendre tiendra compte de cela, hein, bien sûr. Travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux. Là, c'est dans les bâtiments, subventionnés à 50%. La transition écologique doit être une priorité et vise à mettre en place un nouveau modèle économique et social, de manière à répondre aux enjeux écologiques de notre période. Dans cette perspective, la commune a décidé de rénover certains bâtiments publics afin de diminuer la consommation énergétique. Pour les écoles, l'éclairage OLED
a déjà été réalisée durant l'été 2022. Nous allons réaliser les menuiseries d'une partie de Jean Alliot, sachant qu'elles avaient été déjà changées, ce qui fait que le bâtiment, donc en termes d'isolation, sera plutôt pas mal. La maison des associations, donc c'est l'ancienne mairie, remplacement par du LED de la totalité des éclairages ainsi que le remplacement de l'ensemble des menuiseries. Ça, c'est une proposition, puisque les propositions que je fais là, c'est le budget pluriannuel. Ce n'est pas tout ce qu'on va faire l'année prochaine. C'est un budget pluriannuel. Et en fonction des opportunités, on regardera ce qu'on oriente, mais je reviendrai dessus plus tard. Les opérations à venir. Je rappelle qu'il s'agit d'une programmation donc pluriannuelle avec la requalification du bourg-centre, ce qui est ici. C'était la tranche 1, centre culturel, médiathèque, les 2 parkings et l'aménagement paysager des abords. L'ensemble foncier étant sous vidéosurveillance, nous allons programmer la tranche 2. La tranche 2 consistera à réaliser la deuxième partie qui part de l'arrêt de celle-ci jusqu'à la place du docteur Géopard et devant la mairie. On va reprendre tout cela et on l'améliorera le jour où on délocalisera les écoles pour faire le groupe scolaire unique, mais uniquement la partie préfabriquée. Et ça augmentera l'espace paysager du centre ancien ici. Dans la tranche 2, donc, je viens de vous en parler, et dans la tranche 2, il y a la restructuration complète de la salle Jean Cayrol. Le projet consiste à reprendre tout l'intérieur par la construction d'un étage complet et en enlevant les trémies d'escalier et les gros poteaux, ce qui agrandira la salle, sans avoir à pousser les murs. Et je rappelle que la scène, l'estrade qu'il y a au fond qui est en bâti, avec les poteaux, on ne voit pas grand-chose, donc c'est un peu compliqué. Et je rappelle qu'aujourd'hui, on peut faire un plateau de même niveau et mettre des scènes modulaires comme nous avons sur le centre culturel. Ça sera beaucoup mieux. Voilà, donc, trémies d'escalier, ce qui agrandira la salle sans avoir poussé les murs. Les façades seront reprises en mettant en valeur la pierre. Enfin, une passerelle métallique, c'est un projet, on travaillera dessus, assurera un lien entre la mairie et l'accès à l'étage. Celui-ci étant programmé pour devenir, au besoin, l'agrandissement de la mairie. Nous en reparlerons dans l'avenir, notamment sur citoyen@espira.com, afin de présenter donc un avant-projet sommaire, une fois notre réflexion entre élus aboutie. Et donc là, on passera dans la concertation. Autre projet, le stade des Portes de la Glie. L'opération projetée consiste ici à procéder au relamping du stade, mais également et surtout à restructurer la pelouse avec l'étude d'une option de pelouse synthétique. Ce projet global s'accompagnera du rafraîchissement des vestiaires. Cette opération s'inscrit par un besoin latent, notamment sur la qualité de la pelouse, malgré un arrosage abondant. Je dirais même pas qu'on le noie et on n'arrive pas à avoir quelque chose de correct. Puis, nous avons identifié des subventions plus importantes qu'à l'accoutumée en perspective des JO et de la Coupe du monde de rugby, ainsi avec l'agence de l'eau, si nous optons pour la pelouse synthétique. Alors bien évidemment, ça, on va d'abord commencer par l'évaluation de ce que l'on veut faire, et en fonction de cela, on regardera s'il y a projet à faire. Si l'évaluation coûte 100 et qu'on est à même d'aller chercher, pour moi, la clé que je vous proposerai, ça sera entre 60 et 70% de subvention. Si on arrive à aller chercher ça, ça vaut la peine peut-être de requalifier ces choses-là. Si ce n'est pas le cas, il y a 2 options. Pas de pelouse synthétique, ça veut dire qu'il faut décaisser au moins sur 80 cm ou 1 mètre la terre végétale qui est. Je m'en souviens, puisqu'on avait fait à l'époque le seuil avec des gravats de la glie. On mettra ensuite donc une structure donc, qui permettra de préserver donc, toute l'eau qui s'infiltre et de la conserver, remettre la terre végétale, bien entendu l'arrosage intégré. On n'a pas les coûts non plus. Et donc voilà comment on va présenter le projet. On va le présenter dans un premier temps financièrement, savoir une option ou une autre, combien ça coûte, en tenant compte des 2 vecteurs, les JO et la Coupe du monde de rugby. Il y a des efforts à aller chercher. On est un peu en retard sur la JO, mais on ne peut pas être partout non plus. On travaille beaucoup. Et ensuite, donc, il y a la Coupe du monde de rugby. Donc, ça permettrait de... Mais en aucun cas, on ne peut laisser la pelouse du terrain là-bas dans cet état. Et je rappelle que pour le stade ancien, on a tous des souvenirs. Et bien sûr, donc, quand on ne connaît pas les dossiers, on s'appuie sur la puissance affective que peut avoir un sujet. C'est regrettable parce que ce n'est pas que ça. Et puis là, on est dans une instance, on est en administration et on se doit de faire les choses de façon différente. Il a été présenté des projets parce qu'on avait dit qu'il n'y avait pas de stationnement, ce qui n'est pas, on avait dit, c'était le cas. Et je rappelle que ce qui a été tracté par l'opposition sur ce sujet, il y a des terrains qui appartenaient à des privés pour faire le parking. Et que le terrain, notamment de Bille, ce que vous connaissez en face le stade, actuellement, il s'y fait 3 maisons. Voilà, donc
enfin, c'est comme ça. Hein, tout ça, vous connaissez le sujet, vous vivez à Espira comme moi. Et donc, le seul endroit où on peut faire donc, une pelouse, enfin, un stade d'honneur, parce que le foncier y est réservé, c'est donc aux portes de la Glie. Et en fonction du financement, on verra ce qu'il en est. Par contre, donc, si financièrement on n'arrivait pas, moi je suis un peu ennuyé parce qu'on ne peut pas avoir le discours et la méthode. À Espira de la Glie, quand on est arrivé, on était à 63% sur l'eau potable, de rendement d'eau potable. Avec les investissements que nous avons faits, on a diminué le prix de l'eau, mais on est passé aussi à 89% avec l'investissement pour le rendement de l'eau potable. Aujourd'hui, le stade, on a donc bien évidemment des interdictions d'arrosage. Donc quand on arrose avec le canal d'arrosage dont le président est Louis Albafouille, quand on a de l'eau. Et souvent, donc, on nous dit on ne peut pas arroser. Donc quand on doit arroser, une pelouse comme celle-là, normalement, eh bien, on utilise l'eau potable. Je rappelle que quand on est arrivé à ce stade, on était arrosé que par de l'eau potable. Et la facture, c'était 83 000 € par an. C'est une hérésie. D'accord? Donc moi, aujourd'hui, je dis pour les finances, mais aussi pour la planète. Donc il faudra se poser la question de savoir si c'est le bon endroit. Il faudra vraiment se poser. Sachant que si, par exemple, on a un coût de 600 ou 500 ou 700 000 € pour refaire la pelouse et l'arroser avec de l'eau potable, il faudra réellement se poser la question si c'est ce qu'il faut faire. Il y a peut-être d'autres endroits pour faire quelque chose. Enfin, je prévois rien, mais je préfère dire les choses. Mon rôle, c'est aussi de prévoir les coups d'avant. Hein. Et ensuite, et pour terminer, donc, sur les portes de la Glie, eh bien, je ne l'ai pas dit, mais j'en profite de le dire puisque c'était prévu. Donc, on nous a mis au TA pour déclasser le terrain du public, du propriété publique en propriété privée. Parce que dans les propriétés de la mairie, il y a les propriétaires, c'est toujours du public, mais public, à usage public, et à usage privé, où la commune peut faire ce qu'elle veut. On a demandé un déclassement, mais pour autant, ce terrain était déjà en zone privée. Sauf qu'il était utilisé, comme l'ancien stade, je parle, donc il était utilisé pour du domaine public, donc on a voulu aller plus loin. Un peu quand on parlera tout à l'heure de la voie de contournement, on va plus loin dans nos démarches, parce qu'il y a des gens que ça satisfait, mais il y a des gens que ça ne satisfait pas. Et nous, élus, on se doit de répondre à tous nos administrés. C'est notre rôle d'élu. Et donc, on nous a mis au TA. Bon. Mais donc, la personne qui nous a mis au TA a été déboutée, bien évidemment, parce que c'est normal. Hein, on a un stade, je ne vois pas pourquoi. On devait en conserver un deuxième. Mais pour autant, donc, elle a été aussi donc, dans l'obligation de nous payer donc, les frais de justice. Hein. Voilà. Ensuite, la mise en esthétique des réseaux secs et réhabilitation des réseaux humides de la rue André Vergès, on l'a vu tout à l'heure, donc je vais sauter cela. Des grosses opérations de voirie sur l'année 2023 sera consacrée sur la programmation et réalisation d'opérations de voirie. Le coût indice 2023 est évalué à 840 000 €. Il y aurait de prévu la rue du Docteur Coste, on a fait tous les réseaux. Donc là, on va faire le tapis, mais on va faire en plus donc l'aménagement de cette voirie. Aujourd'hui, quand on fait de la voirie, on doit parler de l'ensemble des mobilités. Donc il y aura pistes cyclables et donc des pistes piétonnes, de façon à mettre tous les usagers de la route, de la voirie, donc en sécurité. La rue Hoche, l'ensemble de ces réalisations sont coordonnées au préalable avec la reprise des réseaux humides avec PMM. Donc le quartier Charras, il va y avoir normalement des gros travaux qui seront faits sur l'année 2023. Ce quartier est, en termes de réseau d'assainissement, le plus ancien, puisque tout ce quartier est branché sur la station d'épuration numéro 1 qui ne fonctionne plus depuis 40 ans, ou 50 même peut-être. On est passé ensuite à la station d'épuration numéro 2, qui ne fonctionne plus non plus depuis 2011 ou 2012, pour se mettre donc sur la station d'épuration numéro 3 que nous connaissons tous. Et dans ces réseaux, avant d'investir dans les réseaux humides, on a fait passer sur le mandat précédent une caméra partout, dans tous les réseaux. Et ça permet d'orienter la finance par rapport aux travaux qui sont à faire. Et donc, on avait mis ça en place à la communauté urbaine et on le refait sur Espira de la Glie aussi. C'est qu'avec tous les concessionnaires, on fait une réunion de travail tous les ans qui nous permet avec eux de leur dire, voilà, nous on voudrait faire ça, est-ce que vous devez intervenir? S'ils doivent intervenir, on laisse intervenir les concessionnaires. Une fois que c'est fini, ça nous permet de faire un tapis plus propre. Donc sur la rue Hoche, l'ensemble de ces réalisations sont coordonnées, donc bien entendu, à la reprise des réseaux. Donc on voit les techniciens. Jean-Philippe, c'est quand? La semaine prochaine, hein? Il y a une première réunion la semaine prochaine.
Semaine prochaine. Donc ils vont nous confirmer ou pas, hein, mais on verra. Donc la programmation de ces travaux. Sont également prévus les embellissements des places Magnona, des Lilas et des Camélias. C'est essentiellement paysager. Essentiellement. Enfin, la route des Mirs fera l'objet d'une restructuration de voirie. Nous programmons chaque année 50 000 € pour refaire les voiries rurales, c'est-à-dire celles qui servent pour accéder à nos vignes, à nos champs, d'abricotiers, tout cela. Donc Frédéric, je l'ai étalé un petit peu, il m'a consenti sur l'année dernière une petite économie et cette année on le fait. Donc on a fait des petits travaux de réparation et on va faire toute la voirie. Voilà. Ça, ce sont des axes principaux. On en a fait le mandat précédent, on en a fait déjà sur ce mandat et on continue. Ensuite, donc, la protection patrimoniale de l'église Sainte-Marie, subventionnée à 50% pour le moment. Les études pour la mise en sécurité de l'église sont programmées pour 2023. L'opération consistera globalement à mettre en sécurité le bâtiment remarquable, consolider et conserver le mobilier intérieur et procéder à la réfection du porche d'entrée et des portes que, je vous rappelle, sont cassées. Restructuration des ronds-points. Il s'agit en 2023 de procéder à la restructuration esthétique et paysagère de 3 ronds-points. Rond-point Rutière, rond-point Bagnous-Fouchès et devant le parc d'activité, et le rond-point André-Vergès, le nouveau qu'on a créé. Alors là, c'est pareil, hein, donc bien entendu, pour des raisons de sécurité, on a fait André-Vergès, on ne l'a pas aménagé, ce n'est pas un manque de fonds, c'est un manque de temps. Donc on a fait beaucoup de choses parce que c'était prioritaire en termes de sécurité ou autre, ou de subventions allouées, qu'il fallait absolument faire les travaux, sinon on perdait le bénéfice de la subvention. Et là, on va faire donc les aménagements intérieurs des ronds-points en paysager. Et ça a été un travail, Janine. Ça a été un gros travail. Remise à niveau de l'infrastructure informatique de la mairie. Sur le mandat précédent, nous avions changé l'ensemble du parc informatique, qui était obsolète. Nous financions cela par une charge de fonctionnement. Depuis, nous avons identifié exactement notre besoin. De fait, nous allons acquérir notre nouveau parc informatique et le financer en investissement. Je rappelle, le financer en investissement par rapport à une charge de fonctionnement, ça a déjà un avantage parce qu'à prix égal, eh bien, on récupère le FCTVA déjà. Ça me paraît important. Et puis, donc, eh bien, ça coûte moins cher normalement quand on négocie les prix comme ça. Parce que le premier en fonctionnement, c'est souvent que des réalisations financières. Ensuite, dans la réalisation des travaux pour le contournement du lotissement du village. En 2023, la voie douce sera réalisée, rue du Pont. Puis, un aménagement provisoire de la sortie du parking sera mis en place dans l'attente de la finalisation du projet. Alors, ce que l'on va faire, c'est un bicouche, c'est une couche de propreté, parce qu'aujourd'hui, s'il pleut, si autre, donc les voitures font des ornières, et donc les enfants, les parents, tout le monde marche dans la boue. Ensuite, la mobilité douce, donc de faire dans cette voie douce qui sera située entre le mur actuellement de clôture du couvent et le couvent, ça permettra donc à toutes les personnes qui arrivent ici à pied d'être en sécurité. Et donc, bien entendu, les PM les obligeront à prendre ce circuit. Et pourquoi nous faisons ça? Parce qu'on m'a dit, j'ai une photo, j'ai pris des photos, j'ai vu. Moi, si vous allez être intéressé, hein, donc on a toute une bibliothèque de cela, parce que nous, on doit avoir peut-être une centaine de vidéos avec des jours différents, saisonnalité, quand il y a les écoles, quand il n'y a pas les écoles. Ça permet de se rendre compte que, un petit peu, avant qu'on fasse les aménagements de 2015 à l'annexe, de se rendre compte qu'on se demande comment on n'a pas eu d'enfants écrasés. Ça, c'est une réalité. Avec des bus, des voitures qui se croisent, des bus qui passent à même pas 10 cm des enfants. C'est une folie. C'est une folie. Bon, comme je l'ai précisé à plusieurs reprises, et compte tenu de l'interrogation de certains riverains à ce projet, je vous informe qu'afin de tenir compte de leurs demandes, nous avons réalisé, bien que non obligé, une étude environnementale au cas par cas. Et désormais, nous nous lançons sur une modélisation par rapport à la loi sur l'eau qui prend en compte les crues centennales et millénales. Moi, je n'étais pas né, ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas à quelle cote ça va sortir. Mais on va faire cette modélisation, en tous les cas, en termes d'évaluation. En termes d'évaluation. Je précise que celle-ci n'a pas été faite lorsque le conseil municipal de 2007 a réservé cette zone à cet effet. Alors que nous avions un PPRI, on aurait pu tout à fait le faire. Ça éviterait peut-être des discussions aujourd'hui. J'ai aussi demandé au bureau d'études de nous proposer 3 techniques constructives pour cette voirie.
sachant, et ce n'était pas lors du seul porté à connaissance publique, que celle-ci sera bien construite au niveau de la vigne existante, mis à part la surélévation minimum de la couche de portance pour réaliser, ce que j'avais précisé à certains administrés à l'époque. Ce qui se positionnerait donc de façon visible uniquement à l'entrée et à la sortie, suivant de quel côté on le prend, bien évidemment, parce qu'il faut rattraper, bien entendu, la hauteur de l'entrée et de la sortie. Donc voilà où nous en sommes. Donc bien entendu, sur ce projet, l'étude au cas par cas, on la connaît et on n'était pas obligé, donc on la connaît, il n'y a pas de problème de biodiversité. Pour autant, donc, au niveau du PGRI et surtout donc, de la modélisation qu'on nous demande donc, par rapport à ce que l'on demande, nous, on nous a dit, les services d'État, il faut faire cela donc, sur la base donc, des crues centenales et millénales. Moi, donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais une crue millénale, peut-être on peut imaginer qu'elle est au-dessus des toits du lotissement du village. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais en tous les cas, on peut imaginer, vu la géologie, que donc, à un moment donné, l'eau y est passée. Ça, c'est une certitude. Donc, on va regarder ces choses-là. Et bien évidemment, si l'évaluation, parce que vous le savez, je suis garant du denier public et je suis très sérieux là-dessus. Donc, si aujourd'hui, l'évaluation, c'est-à-dire de la modélisation de la loi sur l'eau, du bassin versant, plus ce que ça pourrait engendrer en coût technique pour la réalisation de la voirie, je vous remettrai donc cela pour prendre une décision. Oui, tu peux le rejoindre. Pour prendre une décision. Pourquoi? Parce que si les anciens du conseil municipal avaient décidé de faire ça, que ça soit bien dit, pas bien dit, tout ça, c'est peut-être une réalité. Nous, on s'est contenté juste de dire, techniquement, on peut le faire, et financièrement, on sait le porter. Je rappelle que les coûts donnés aussi par l'opposition, ils exagèrent, parce que les 500 000 euros, c'était avec la voirie, c'était avec le contournement, bien sûr, la voie douce et la reprise de tous les trottoirs du lotissement du village. La voirie, c'est entre 240 et 280 000 euros. C'est les coûts que l'on a. Mais peut-être qu'avec l'inflation, ça sera peut-être beaucoup plus cher. Et quand je reviens aux 3 procédés de construction, parce que ça peut se faire sur un talus végétalisé avec une portance compactée et la voirie dessus, comme ça a été présenté lors du projet, ça peut se faire donc par cela avec un enrochement des deux côtés, et ça peut se faire par une voirie béton. Les coûts ne sont pas les mêmes. Donc moi, en fonction des coûts, aussi, même si c'est réalisable, je vous le proposerai en décision au conseil municipal. Voilà, ce qui est normal. Ensuite, et pour terminer, la création d'un centre technique municipal. C'est une volonté, on l'a toujours. Je rappelle qu'on a rendu le marché infructueux, c'était au début de l'inflation. On s'est retrouvé par rapport à l'évaluation faite par les mêmes entreprises. Il y en a plusieurs qui ont candidaté, mais il y en avait qui avaient donc participé à l'évaluation. On a eu un coût supérieur de 37%. C'est la raison pour laquelle on l'a rendu infructueux. Ce n'est pas parce qu'on ne veut plus le faire, ou parce qu'on n'avait pas l'argent, comme ça a pu se dire. Je ne reviens pas là-dessus, parce que quand on regarde nos résultats, bon voilà. De façon provisoire, tout le matériel et les véhicules sont déjà transférés sur le foncier acquis de l'ancienne école du Sacré-Cœur, afin de faciliter le stockage et libérer les maisons du village anciennement occupées. Ça, c'est important pour les services techniques, parce qu'ils ont du matériel partout. Et au moment où l'on vit, et tous le service qu'on a assuré, notamment avec les techniques tous les jours, c'est important qu'ils aient un lieu de vie plus recentré. Je rappelle également que ça va libérer des maisons anciennes. Donc ces maisons anciennes, on a un plan. Le plan, c'est de dire, puisqu'on voudrait sur le centre ancien faire de l'apport volontaire. Ça pourrait servir à mettre les containers collectifs à l'intérieur, comme ça se fait dans certaines communes, avec un aménagement de la maison. Et après, dans les maisons qui ne nous serviront pas stratégiquement, nous les vendrons. Et je dilapide pas les actifs. Ce projet, dont il est toujours d'actualité, sera réévalué en 2023 et sa réalisation retardée afin de ne pas subir l'inflation des travaux et matériaux sur cet investissement. Des questions? Ça vous va? Donc là maintenant, on va passer au budget annexe. Les budgets annexes, nous avons les halles de la Glie, nous avons les 2 lotissements qui sont différents parce que ça c'est des budgets de stock. Et ensuite un 4e qu'on va vous proposer qui est le CMS, le Centre municipal de santé. Alors pour les halles de la Glie, 2 événements exceptionnels sont à comprendre comptablement. Premièrement, donc, on a l'inscription aux créances douteuses de 2 824,91 € qui représente donc la mise en liquidation judiciaire de la fromagère, ainsi que l'amortissement demandé par le trésorier
Donc le trésorier nous a demandé d'amortir ce bâtiment parce qu'il considère, c'est pas un SPIC, mais c'est considéré comme un bâtiment commercial. Voilà. Dans la section de fonctionnement, nous avons un résultat positif, donc les recettes moins les dépenses, de 2704,85 qui correspond donc à ce que je viens de vous dire. Et donc, normalement, comme nous le faisons chaque année, nous allons reverser ça donc, en excédent donc, pour la section d'investissement. Mais je rappelle que c'est que 2785, parce que comme vous pouvez le constater, il y a 30 602,51 qui sont le traitement de l'amortissement. Donc quand on traite un amortissement de bâtiment, on a une charge de fonctionnement et vous allez retrouver tout à l'heure en section d'investissement la même recette. Mais quand on fait de l'amortissement, on doit aussi amortir les subventions s'il y en a. Donc s'il y en a, c'est une charge en investissement et une recette 1662, donc en recette de fonctionnement. Voilà. Ensuite, donc, pour l'investissement, donc, la section d'investissement présentera donc, un déficit antérieur reporté de 269 143,32. Les recettes réelles sont de 58 341,46. Les dépenses réelles sont de 13 414,05. Ce qui nous fait un résultat d'exercice de 44 927,41, soit un résultat cumulé de moins 269 143. On parle là que du réel, bien évidemment. Et un solde en RAR de 88 102,32, qui correspond aux 90 000 euros de subventions qu'on a obtenues, notifiées, on le verra tout à l'heure, je ne sais pas si elle est derrière. Voilà. Voilà. Non, oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, on a un problème comme beaucoup de communes. On a obtenu donc 90 000 euros de fonds européens sur les fonds leaders. Ces fonds leaders, donc, on les a obtenus à l'époque où nous étions en région Languedoc-Roussillon. On a eu donc la refonte de la région avec l'Occitanie. On se retrouve plein de communes où, donc, bien entendu, on a la notification, ça veut dire qu'on doit l'encaisser. Mais pour l'instant, le dossier n'est pas traité administrativement. Donc, nos services, ils n'arrêtent pas de relancer. Imaginez quand il s'agit d'une commune qui n'a pas de trésorerie. Vous faites les choses pour le service public et à la sortie, voilà. Donc, soit un solde cumulé de moins de 269, un solde de RAR, donc des 88 102, c'est les 90 000, moins c'est les 1800, tu peux revenir en arrière s'il te plaît, moins c'est les 1897,77, et un solde de section de moins 181 041 09, qui représente le besoin de financement au budget. Et bien sûr, l'excédent de fonctionnement affecté aux 1068 et 2704 euros dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc en fait, ce qui nous reste à financer, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais ce qui nous reste à financer, c'est bien l'investissement qu'on a fait au départ. Et nous avons un budget annexe avec des recettes excédentaires, heureusement. Parce qu'on a aussi d'autres services que l'on suit en analytique. Je vous les donnerai tout à l'heure pour information. Mais tout le monde, toutes les recettes de fonctionnement ne sont pas excédentaires. Donc ça paie l'investissement. Alors souvent on a la réflexion dans le privé de dire je fais l'investissement, j'ai un retour sur investissement à temps, ou on aura donné le point mort. Aujourd'hui on est dans un service public parce que ce qui est important c'est de savoir ce que sont les halles dans la population d'Espira-de-la-Glie et même des alentours. Voilà, donc c'est un vrai service, c'est un vrai lien donc, pour l'intergénérationnel, c'est un vrai lien social et en même temps, intergénérationnel bien sûr, et donc en même temps, donc, bien, à terme ça ne nous coûtera pas. Et donc quand on regarde, donc, quand on fait une voirie, quand on fait un stade dont on parlait tout à l'heure, c'est plusieurs millions d'euros. Et combien ça nous rapporte? Rien, c'est du service. Là, en l'occurrence, on aura un point mort quelque part et après, ce seront des recettes. Pour le budget, peu d'évolutions sont prévues en fonctionnement. On pense que donc, ça devrait s'équilibrer autour de 52 000 euros. On tient compte, bien entendu, de l'augmentation des fils d'électricité, factures d'accès et de services d'eau et les compteurs individuels. Autour de 52 000 euros. La section d'investissement. De la notification, on a vu. On retrouve donc également l'excédent antérieur reporté à la subvention d'équilibre pour équilibrer ce budget annexe donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'état de la dette. Sur ce budget, on avait un coût et on a décidé d'en financer une partie avec un emprunt de 200 000 euros. Ces 200 000 euros, on regarde en 2026, il restera à 5 000 euros. Et donc, l'annuité de la dette, c'est 12 600 euros, mais on la paie avec nos recettes. Est-ce qu'il y a des questions?
On continue. Donc là, je parle donc des deux lotissements. Le lotissement des Amandiers et le lotissement des Portes de la Glie. C'est deux lotissements communaux qui ont eu un vrai franc succès pour nos jeunes donc, de la population d'Espira de la Glie. Alors, pour les Amandiers sont achevés, puisque l'acte de la dernière parcelle a été signé début 2023, et donc ce budget sera clôturé dans l'année 2023. Donc de ça, on repassera à 4, et je vous dirai pourquoi aussi derrière. Pour les Portes de la Glie, il ne reste qu'une parcelle. Nous sommes en discussion avec un bailleur social qui viendra y construire un collectif, comme programmé initialement. Donc, c'est un budget de stock, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Hein. Donc, il restait donc, au stock final de 2022 49 588,48 sur les amandiers. La dernière parcelle faisait 51 000 euros. Donc, la différence sera reversée après donc, au budget principal. Pour autant, donc, on avait vendu un terrain d'assiette de la mairie au budget annexe qui nous faisait aussi 545 000 euros de résultats. Mais tout ça, ce qui était présent donc, lors du vote du compte administratif avec le trésorier qui était présent, il a bien précisé ces choses-là, puisqu'on nous le contestait avec les grands techniciens de la finance d'Espira de la Glie. Lotissement des Portes de la Glie. Alors en 2022, hormis les écritures de stock, opération d'ordre donc, et de régularisation de TVA, 4 lots ont été vendus pour un montant total de 223 010. Le calcul de stock était de 38 500, de la différence sera reversée donc au budget principal. Et non, ça sera, on le gardera, mais on l'identifiera puisqu'il nous reste encore un terrain qui fait 145 950. C'est ce terrain qui est prévu pour monter un projet social. Voilà, c'est celui qui est à côté des stades des Portes de la Glie. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, je continue. Le CMS, ça c'est important. Donc on crée un nouveau budget, un budget annexe pour 2023. J'ai proposé et fait voter au conseil municipal la création d'un budget annexe lors d'une séance précédente. Le comptable public jugeant cette décision pertinente. En effet, la gestion en budget annexe permet de séparer plus formellement l'activité de santé du budget principal et de suivre la gestion de ce service de manière plus fine. Ce type de gestion offrira une transparence supérieure à la gestion analytique. Et je peux vous assurer que sur ce service, mais aussi sur tous les services de la mairie, depuis 2014, on a mis un budget analytique en place et on suit ça en interne pour savoir donc ce que ça coûte et s'il y a des recettes, identifier les recettes. Ainsi, pour 2023, l'intégralité des comptes du centre municipal de santé sera transférée sur un budget annexe dédié, sous contrôle évidemment de la trésorerie, qui soutient le service comptable de la mairie pour l'établissement des écritures comptables nécessaires à ce transfert. Alors, je le rappelle, ça a été dit, je viens de le dire, mais je rappelle que le budget annexe doit reprendre les écritures antérieures. Et je regrette que l'opposition ne soit pas restée parce qu'ils ont posé la question ici 2 fois et ils ont aussi écrit ça donc, sur des réseaux sociaux. On reprend toutes les écritures antérieures. C'est une obligation. Donc aujourd'hui, quand on dit pourquoi ils le font maintenant, ben, je leur répondrai parce que. Non, c'est parce que quand on gère des budgets, ça veut dire qu'on a du travail. Le service financier, il est dimensionné pour gérer un certain nombre de budgets. Donc on accepte pour quelques mois de rester sur 5 parce qu'il y en a un qui se clôture, mais après on est sur 4 parce que le service financier, on est une commune qui investit beaucoup, il faut suivre les marchés, il faut suivre les paiements, et c'est compliqué quoi. Donc voilà pour quelle raison on fait cela. Mais après donc on a le suivi qui sera encore plus propre que ce qu'on avait donc dans l'analytique ou dans l'analytique bien entendu. Pour nous c'est une vérification fine, mais on pourrait identifier qu'on a mis plus de recettes ou moins de charges. C'est beaucoup plus sincère, bien évidemment. Ce budget devrait s'établir autour de 540 000 euros à l'équilibre, tant en recettes qu'en dépenses. Nous vous le présenterons lors du vote du budget. Alors, derrière, il y a le tableau. Non, ça c'est pour moi. Donc, je vous donne donc des petits renseignements, c'est important. Le CMS, dans notre analytique gérée en 2022, on a généré 516 698 de recettes pour une dépense de 431 209. Vous voyez que c'est précis. Mais ça sera encore plus sincère en tous les cas quand c'est le budget annexe, même si c'est les mêmes chiffres. Ce qui fait donc un excédent politique publique qui ne nous concerne pas puisque c'est l'État. On a pris le risque de prendre 2 puis 3 médecins, une offre médicale supérieure qu'on n'a jamais eu à Espira de la Glie pour faire un excédent de 85 489. Alors s'ils étaient là, on dirait ouais mais il y a les subventions, vous avez les salaires des médecins qui sont chargés, qui sont dedans pour couvrir s'ils ne font pas la recette.
Eh bien, les subventions d'équilibre, on va dire, par l'ARS pèsent 43 135. Donc on a fait un résultat net d'excédent de 42 354. Donc on met de la médecine, la santé quand même c'est la première des politiques publiques, enfin, il me semble, en tous les cas. Ça permet de travailler avec toute la population, des enfants à notre doyen ou doyenne, d'accord? Alors que service enfance-jeunesse, c'est une dépense pour nous dans le budget principal de 115 858. Soit, si on prend une population de 3 600 habitants, ça nous coûte 32,18 € par habitant. Et je rappelle que dans les écoles, il n'y a pas que des enfants de parents contribuables. Mais il faut le dire, parce qu'il y a des recettes là aussi. Mais les recettes, c'est que 23%, pour pas que les parents paient beaucoup. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, la recette du CMS, c'est 11,72 € par habitant, toujours sur un diviseur de 3006. Encore une autre, qui sont des recettes, la cantine. La cantine, ça nous coûte 100 703 € par an, soit donc un coût par habitant de 27,97 €. Mais si je vais plus loin, sans service de recettes, là j'ai mis ces deux parce qu'il y a des recettes. Je prends par exemple les écoles publiques, gratuites. Ben, ça coûte par an 251 680. C'est une volonté, c'est de la politique publique. On n'est pas sur le retour sur investissement. On est là pour faire du service. Mais quand on parle des choses, il ne faut pas choisir les choses dont on veut parler. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'on gère de l'argent public, on se doit d'être sérieux. Alors on dimensionne les services qu'il faut. Le CMS, c'était pour nous, sur le business plan, et on avait échangé avec beaucoup de communes, notamment en Normandie et en Île-de-France, pour savoir connaître leur business plan, comment ça se passait. On était assez serein, mais c'est de la théorie, c'est un business plan. Aujourd'hui, c'est une vraie satisfaction, parce que ça ne nous coûte pas, puisque ça nous rapporte presque 12 € à l'habitant, mais pour autant, on crée un vrai service. C'est des dizaines de milliers de visites tous les ans. Actuellement, on est à 57% de population d'Espira-de-la-Glique qui va au centre municipal de santé. C'est une réalité. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vous ennuie pas. Donc on va conclure, si vous le voulez bien. Pour conclure, l'année 2023 sera une année où il va falloir s'adapter. Comme je l'ai précisé lors de la cérémonie des vœux, ceux qui étaient s'en souviennent dans mon discours. Si certes, nos bons résultats financiers font que nous serons dans une position facilitée pour passer donc cette mauvaise période, il n'en reste pas moins que la conjoncture nous envoie des signes de méfiance pour les années à venir. Il va falloir par conséquent être très attentif à toutes les péripéties qui ne manqueront pas de jaillir tout au long de l'année, je pense, l'année suivante. Les techniciens finance, quand on a par exemple une inflation, on est parti pour 7 ou 10 ans, techniquement. Donc aujourd'hui, pour retrouver ce qu'on avait donc en 2021, mais c'est dans 10 ans. Comment c'est pas Bruel qui chante ça? Qui s'était donné rendez-vous dans 10 ans. En fonctionnement, si certes nous souhaitons maintenir en quantité et qualité les services au bénéfice de nos administrés, j'ai demandé à nos cadres, comme nous le faisons chaque année, de se réinterroger sur la prestation quotidienne, notamment, comme je le disais tout à l'heure, sur l'utilisation des véhicules de service. Nous avons informé également l'ensemble des agents, les professeurs, les utilisateurs des divers établissements recevant du public, d'être attentifs sur le temps d'éclairage et de chauffage. Ce ne sont que des exemples, il y en a bien d'autres. En investissement, nous orienterons obligatoirement vers et dans l'ordre des priorités sur les travaux qui sont le moins impactés par l'inflation. Les travaux qui génèrent des dépenses de fonctionnement très inflatées. Enfin, les travaux qui ont obtenu un niveau important de subvention, bien évidemment. Aussi, et je le rappelle, même si nous venons de vous présenter d'excellents résultats de clôture, qui nous permettront, j'en suis sûr, de passer ces années qui se projettent sans trop d'inquiétude. Il n'en reste pas moins que nous n'envisagerons aucun travaux d'investissement qui serait trop surévalué par l'inflation qui court. En tous les cas, je vous y inviterai. Il s'agit juste d'une bonne mesure que je tiens à faire respecter dans notre groupe. Pour terminer, je remercie toute l'équipe territoriale, avec notre directrice générale de service donc, à côté, pour la qualité des documents produits dans la préparation de cette séance. Ce n'était pas facile pour elle, avec ses équipes qui l'ont beaucoup aidé également,
l'équipe, ils sont tous derrière là, mais ils sont souvent devant aussi. Hein. Et donc cette équipe donc qui a donc pour la directrice générale des services créer donc un rapport d'orientation budgétaire, préparer un budget pour prévoir donc plus tard donc le compte administratif sans en connaître donc les chiffres, sans connaître la ville, sans connaître ce que nous voulons faire, c'est un peu compliqué. Heureusement qu'elle a des collaborateurs qui fonctionnent très très bien. Voilà, donc je les remercie. Il s'agit donc de 2 mois de travail continu. Merci à vous. Et donc il est 20h26 et le conseil municipal est clos. Je vous remercie. D'accord. Ah oui, je le fais. Alors vous voyez, donc, excusez-moi, hein, donc on reprend parce que normalement il faut rester dans le cadre. Si tu t'assois s'il te plaît, Anne-Marie. Il faut rester dans le code administratif, donc conformément à l'article L. Alors, je peux que dire que ça? Merci. Alors ainsi, il est proposé au conseil municipal de débattre du rapport d'orientation budgétaire, ça a été fait, de prendre acte que la tenue du débat d'orientation budgétaire 2023 de la commune, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière de signer tout acte utile à ce dossier. Je vous remercie. Maintenant, c'est clos.